Salut à tous et bienvenue dans Soyez sympa rembobiné, l'émission qui parle des films qui nous touchent. Et pour ce premier épisode, c'est La menace fantôme. Et pour ce premier épisode, on reçoit mon poteau Flo. Flo, comment tu vas ? Ça va et toi ? Bah ça va super. Du coup, oui, on attaque par un gros morceau pour le tout premier épisode de Soyez sympa rembobiné avec La menace fantôme, donc Star Wars. Hein. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est honteux déjà. Qu'est-ce que vous foutez là ? Oui, c'est un classique. Et du coup, oui, bon, on va expliquer un peu le principe de l'émission quand même, donc c'est la première, si ça te va. Ouais. Soyez sympa rembobiné, c'est tout simplement le podcast où on parle de films qui nous ont touchés en bien ou en mal dans notre enfance, dans notre vie en général, ou voilà quoi. Oui. De manière générale, même récemment, même des vieux films ou quoi, mais des films qui nous parlent, quoi, qui nous touchent. Et on va en parler sans prise de tête, à la cool, entre potes. Donc on va oublier les micros, on a sorti les bières, les noix de cajou, les chips, et voilà, à la cool, quoi. Donc des bruits de bouche, mais c'est pas grave. Oui, il va y avoir des bruits de bouche. Sans doute. On va essayer de faire ce qu'on peut en post-prod, mais voilà. Mais voilà, donc faites pareil que nous, hein, mettez-vous bien, sortez une petite bière et tout ça, et puis bienvenue, quoi. Donc du coup, tu veux te taper le résumé ou je m'en occupe ? Alors, comme tu veux. T'as le résumé sous les yeux. J'ai le résumé sous les yeux. Après, je triche un peu, ouais. Si tu veux, je peux essayer de me. On peut le faire de tenter. tête, en vrai. Hein, parce que bon, c'est un film qu'on a. Oui, je pense qu'on a bouffé vu, tous les deux. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Hein. Regarde-toi. Alors, du coup, l'histoire, ça commence de Chevalier Jedi, Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn qui arrivent sur la planète Naboo, parce que la Fédération du Commerce a décidé de faire un blocus, d'imposer un blocus, en tout cas. Et donc, ils s'échappent de cette planète avec la reine Amidala. Ils se retrouvent sur Tatooine. Parce qu'ils sont pris en chasse, et la Fédération du Commerce, et enfin en tout cas on l'apprend au début du film, et voilà. Elle est manipulée par le futur empereur Palpatine, qui est donc la sénateur, et donc ils arrivent sur Tatooine et ils rencontrent pour la première fois Anakin Skywalker, futur Dark Vador, tout enfant. Gros spoil. Et ils vont vivre du coup plein d'aventures. Je suis très nul à pitcher. Non, mais c'est beaucoup mieux ça. C'est ça de toute façon. Là, c'est un très bon résumé. Hein. Mais c'est vrai que après on parle pas des enjeux de la Fédération du Commerce et tout ça qui bloque. C'est un blocage commercial en fait. Hein, sous couvert de commerce, redondant un peu ce que je viens de dire, mais bon. Mais c'est juste, on apprend après que c'est pour coloniser la planète, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est une excuse. Tout de suite après, c'est les 5 premières minutes, tu les vois débarquer avec les gros vaisseaux. Exactement, on apprend tout le twist, quoi. Voilà, en gros, le pitch, mais voilà, une fois de plus, si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous foutez là? Oui. C'est une enfance bien triste ou une vie bien triste, sur l'âge que vous avez, pour... Oui, parce que je pense que les plus vieux diront que justement c'est triste parce que c'est mauvais. Ouais. Nous, notre génération, on dit que non. On va en parler, je pense, génial, du fait qu'il est très mal aimé ce film, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être une unpopular opinion parmi du coup tous les fans de Star Wars. Mais enfin l'épisode 1, moi en tout cas c'est mon épisode préféré. Ouais. Je suis d'accord. Je pense l'épisode avec lequel je suis rentré dans la saga. Ouais. Il me semble que c'est le premier que j'ai vu quand j'étais petit. Bien avant la trilogie originale et tout, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est attaché à ce film-là. C'est que ça nous rappelle vraiment des trucs d'enfance. Après c'est vrai que nous notre génération, pour ceux qui écoutent, on est des années 90 avec Flo, donc on a grandi avec. C'est un peu le premier qu'on a vu. Enfin moi je sais que le premier que j'ai vu, comme on en avait parlé au cinéma, c'est l'Attaque des clones. Ouais. Donc une claque. Mais j'ai grandi avec la première trilogie parce que mes grands-parents fans de science-fiction, j'ai bouffé de la première trilogie. Mais bizarrement, je saurais pas dire pourquoi, mais la menace fantôme m'a plus marqué que l'Attaque des clones. Je saurais pas dire pourquoi. J'ai peut-être une piste de réflexion, parce que c'est vrai que je me suis posé la question aussi de pourquoi moi la menace fantôme. Déjà, c'est tu vois, quand on pose la question de c'est quoi ton film préféré, c'est quoi ton film qui te définit, ou ce genre de choses, déjà c'est très compliqué cette question, faut arrêter de le poser, parce que c'est chiant, y a tellement de films. Tu vois, moi je dis soit la menace fantôme, parce que c'est le film qui m'a fait rêver quand j'étais petit et qui continue à me faire rêver, ou sinon je dis Hellraiser. Mais ça, il faut pas que je le dise. On m'a dit, ne le dis pas, ça va faire fuir les gens. On en parlera dans un autre épisode, au pire. Avec plaisir. C'est comme la menace fantôme, un film que je connais plan par plan, mais non, pour le coup, du coup,
j'ai réfléchi à pourquoi ce film-là, enfin en tout cas La Menace Fantôme et pas L'Attaque des Clones ou La Revanche des Sith, qui est quand même La Revanche des Sith, l'apothéose qui est de beaucoup toute cité la par dramaturgie, les gens de notre génération en plus ouais. aussi. Hein. Parce que c'est génial aussi La Revanche des Sith. Eh ben... Mais La Menace Fantôme, c'est un peu un mélange entre l'esprit de la trilogie originale avec tout le côté aventure, ouais. sans prise de tête, et tout ce qui fait l'ADN de la prélogie, donc toutes les questions politiques. C'est ça, ce que j'allais dire, le côté géopolitique ultra intéressant. Ouais. Mélange là, tu vois, genre tout le côté aventure à l'ancienne que j'ai ouais. pas retrouvé dans l'Attaque des Clones ou les Revanches des Sith, et que je trouve dans La Menace Fantôme. Ouais. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Toi, tout le côté quand ils sont à Tatooine et tout, ils y reviennent dans l'Attaque des Clones, mais c'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout pareil. Alors que là, on a vraiment, en tout cas, je pense, l'ADN de la trilogie originale. Et surtout que le passage sur Tatooine dure beaucoup, enfin, je sais pas comment dire, pas beaucoup plus longtemps que dans la première trilogie de mémoire. Enfin, ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais il y a un côté plus, comment dire, plus vivant. Oui. Là où dans la première trilogie, c'est les scènes de désert, c'est énormément dans le désert. C'est Obi-Wan en ermite, c'est Luke qui est fermier dans le fond de la pampa de Tatooine où il y a 3 pecnos. Oui, c'est vrai. Enfin, et là, on voit la ville, on voit des gens qui vivent, on voit les esclaves, il y a les événements avec la course de pod et tout ça. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a un côté plus vivant dans celui-là de Tatooine qu'on voit un peu plus. Ouais, bah carrément. Après, alors ça peut être expliqué aussi au niveau de la technique, parce que je sais que pour celui-là, Lucas s'est vachement lâché. Et justement avait voulu faire l'épisode 1 parce que les effets spéciaux numériques arrivaient, notamment avec Jurassic Park. En tout cas, Lucas cite Jurassic Park comme une de ses motivations pour refaire un Star Wars. Avant l'épisode 1, il avait refait toute la trilogie originale, en tout cas tous les effets spéciaux, ils étaient ressortis au ciné. Et plus ou moins bien réussi. Plus ou moins voilà. C'est aussi un grand débat. Les dernières versions sont bien. Tu vois, celles qui sont dispo sur Disney. Après, moi, je reste attaché quand même aux versions originales. Même pour l'épisode 1, je pense qu'on va en parler, mais moi, je tout de suite. Il n'y a pas de fil conducteur. On est, comme je te dis, on est là cool. Donc, si tu veux en parler maintenant, digresser maintenant, il y a vraiment aucun souci. Je digresse. Pour l'épisode 1, je suis très fier d'avoir encore la VHS de l'époque. Et parce que cette VHS contient le Yoda en Muppet. Qui a été effacé de toutes les versions maintenant, qui est en numérique. Mais ça, c'est un souhait de Lucas. En fait, Lucas voulait faire le Yoda en numérique à la base. Mais en 99, la technologie était pas aussi développée que, par exemple, la sortie de l'Attaque des Clones en 2002. Et il a dû se résigner à faire un Muppet. Pour se concentrer notamment sur Jar Jar Binks. Parce que Jar Jar Binks a coûté énormément d'argent au niveau de l'animation. Et au niveau du costume aussi, parce que l'acteur portait un costume. Faut pas oublier qu'il y avait un costume. Et le costume a coûté $100,000. La vache. Et ils l'ont pas utilisé. En fait, si tu veux, ils l'ont mis à l'acteur. En fait, quand ils ont fait les tests, à la base, on devait juste rajouter quelques éléments numériques sur le costume pour qu'il y ait un peu ces 2 éléments, tu vois, organiques et numériques. Et en fait, ça marchait pas du tout. C'était très figé. Et donc, en fait, ils l'ont fait en tout numérique. Donc, voilà. Et tout ça pour un personnage qui est très mal aimé par les gens. Alors que, on l'a revu du coup pour ce podcast il y a pas longtemps, le film avec Flo. Et en vrai, ça va. Alors, il a un côté horripilant. Je peux comprendre. J'ai trop trouvé le nom de l'acteur. Vas-y, régale-toi. Il a un côté horripilant, mais je peux comprendre qu'il énerve les gens. Mais d'un côté, je pense qu'il a été utile pour attirer le public plus jeune. Tout simplement. Il est littéralement fait pour attirer les gamins, ce personnage. Bon, ok, il y a Jack Lloyd en Anakin qui est là aussi pour que les gamins se voient en lui. Oui, ce personnage. Le gamin un peu, héroïque et tout ça. Je pense qu'on s'est tous pris pour Anakin quand on était gamin. C'est clair. Bon, moi, je me prenais pour Qui-Gon Jinn, mais ça, bon, après, c'est... Bon, Obi-Wan Kenobi, tu vois. Ouais, je comprends. Ça, plus dans l'Attaque des Clones. J'avais son sabre, j'avais la réplique et tout. Plus dans l'Attaque des Clones, moi, quand même. Je me prenais pas. Obi-Wan, il a la classe dans l'Attaque des Clones. La petite mèche, la petite beubare. Oui, c'est vrai. Il est beau gosse, hein. Et puis, en plus, il a les petites répliques cinglantes et tout ça. Il est classe. Donc, c'est Ahmed Best, voilà. Parce que salut mon pote. C'est bon. Ouais. Il a été réhabilité après par les fans parce qu'il joue un Jedi, celui qui sauve Grogu dans la série Mandalorian. C'est vrai, ça, j'avoue. Pendant l'an 66, donc il fait un Jedi aussi. Mais du coup, Ahmed Best, à la base, c'est un acteur de théâtre et un acteur comique. Il faisait beaucoup de mimes, beaucoup dans cette esthétique un peu clownesque, et c'est pour ça qu'on l'a engagé. Donc en fait, il fait son taf merveilleusement bien. C'est juste que c'est un peu. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en le revoyant, j'ai appris à l'aimer
Jar Jar Binks, Ouais. tu vois. Mais je serais pas jusque là moi quand même. Mais Bah, mais j'ai jamais détesté. En vrai. ouais. Oui, il m'horripile parce qu'il est maladroit, mais Bah, c'est un peu à la Buster Keaton C'est ou ça. à la Charlie Chaplin. en fait avec quoi. le recul, avec l'âge que j'ai pris, enfin Ouais. c'est tout con. Hein. À force de les revoir et en vieillissant, on comprend mieux, je trouve, le comique du personnage. Oui. Et puis c'est il là est, pour. il est attachant, quoi. Et si- Désolé de le dire. Hein, Et c'est vraiment le seul personnage qui a un côté comique. Alors, le personnage de Obi-Wan lance quand même certaines phrases un peu cinglantes, mais quand tu la regardes, tu vois, s'il n'y a pas de Jar Jar Binks, la relation entre Qui-Gon et Obi-Wan, c'est très sérieux. il y a Tout est sérieux peu de- autour, en ouais. fait. Donc, ça aurait peut-être dû être mieux dosé. Ouais. Peut-être qu'il y en a trop de Jar Jar Binks. Ouais. L'acteur a payé les frais puisque Jar Jar Binks apparaît dans la suite, dans le 2 et le 3, mais c'est un caméo dans le. Ah oui, totalement. Il est juste conseiller Dans le deux, de trois. mémoire. Il est conseiller de la reine Amidala et c'est tout. Ouais. On le voit très peu, quoi. Bah, c'est un représentant des Gungans au Ouais, c'est Sénat. Donc tu le vois très peu. Dans la série Clone Wars, il va reprêter sa voix, Jar Jar Binks. Il apparaît dans 8 épisodes, mais sur 6 saisons, quoi, du coup. Donc, Ouais, pareil, pas foufou, quoi. ouais. Mais il a un épisode où il est le personnage principal, qui est vraiment cool en plus. T'as bien bossé le sujet. Hein, Ouais. Je me sens comme une merde. Hein. Moi, j'ai rien fait du tout à part voir le film il y a une semaine. Sinon, enfin. Non, mais c'est parce que Clone Wars, je l'ai vu. Alors, je l'ai vu qu'une fois, Ouais. mais c'est vrai que je m'attache un peu à regarder tout ce qui se fait autour de Star Wars. Enfin, en Ouais. tout cas, je m'attachais à regarder tout ce qui faisait autour de Star Wars. Pareil. Et j'étais un peu perdu avec toutes les productions qui sont sorties Je suis bien d'accord. Tu vois, genre la saison 3 de Mandalorian, je l'ai pas vu. Ouais. Andor, j'ai pas vu. Ahsoka non plus, alors que j'adore Clone Wars. Tu vois, Pareil, j'adore le à perso. part The Mandalorian et Boba Fett, j'ai rien vu du tout. Oui. Hein, Pareil, tu vois. Mais Et la série animée Bad Batch, parce que c'était un peu comme j'étais attaché à Clone Wars et Rebels, donc, tu vois, c'était un peu dans le même esprit. Celle-là, je l'ai regardée. Elle est vraiment cool. ouais, il paraît. Ouais. Et mais sinon, je suis un peu largué, quoi. À part du coup la post-logie qui est sortie au ciné. Ouais, bon. Et, Voilà, ça. Hein. alors, peut-être une popular opinion et les gens vont quitter le podcast, mais Ouais, moi, j'aime bien l'épisode 8. C'est le seul. Parce qu'il est unique. Donc, Ouais, mais ouais, bon. On a déjà eu ce débat en off, on Ouais. va pas se mentir. Moi, je considère que l'épisode 8 est un bon film de science-fiction, oui. mais à mes yeux, c'est pas un Star Wars. Ah, ouais. Toute la partie planète casino n'a rien à foutre là, quoi. Ouais, mais ouais, on a eu ce débat ce déjà. débat. Mais non, ouais, moi c'est pas. Ouais. Mais pareil que toi, ouais. Sinon sur la franchise Star Wars, j'ai lâché trop. Ouais. Trop. Enfin, Disney, ils sont connus pour ça. Hein. Je pense que les gens ont remarqué les licences, ils aiment les essorer Ouais. jusqu'à plus soif, quoi. Les Marvel, les Ah, mais c'est Star Wars abusé, et Overdose. Ouais. Overdose. Mais peut-être qu'un jour, oui, je me. Ouais. Bah, ce qui faisait le charme de Star Wars, je trouve, c'était le fait que c'était développé en univers multimédia. Donc, Déjà. c'était super développé. T'avais les bouquins, t'avais les comics, t'avais les séries animées, mais en même temps, les films vivaient pour eux-mêmes. Ouais. Donc en fait, tu pouvais regarder les films simplement. C'est ça. Et aimer Star Wars, être fan de Star Wars en n'ayant vu que les films, pas forcément, tu vois, en ayant lu tout ce qui se fait dans l'univers transmédia, alors que maintenant, t'es vite perdu, quoi. C'est ça. C'était obligé de Merci, suivre, ouais. Mais alors, j'ai viens d'avoir peut-être une petite digression parce que ça me fait penser là, à l'épisode 8 avec Benicio del Toro. Ouais. Benicio del Toro, à la base, il devait faire Dark Il Maul. est dans l'épisode 8 et je me souviens même pas. Ouais. Il est à quel moment? La planète Casino. Il est dans la planète Casino. Ok. Je sais pas si tu savais, il devait faire Dark Maul. Improbable. Avec quelles compétences? Il a refusé. Pas doublure du coup. Hein, en fait, c'était juste les répliques. Ouais, qu'il a refusé okay. parce qu'en fait, Lucas, il a supprimé quasiment toutes les répliques. Il avait trois phrases dans le film. Et du coup, il a dit non, je le fais pas. Ils ont pris directement le cascadeur et Mais à la base, ça devait être Benicio del Toro. Ok, improbable. Ouais. Pareil. Alors, je sais que ça, c'est une anecdote qui va te ravir. Oui, il faut savoir que Flo est un fou d'anecdotes, hein, plus que moi, même si j'adore ça. Mais là, il a bossé, il a potassé. Ouais. Donc, régalez-vous. Mais en fait, j'ai vu cette anecdote et j'ai pensé directement à toi. Je me suis dit, putain, il faut que je te le dise dans le podcast. À la base, il était question que Boba Fett apparaisse. Ah putain, là, j'aurais été comme un gueudin, là. Est-ce que tu sais qui était pressenti pour faire Boba Fett? Alors, Lucas l'a jamais confirmé, mais c'était, tu sais, les médias à l'époque. Ouais. Kurt Russell. Oh putain, alors là, les gars, alors du coup, c'est le premier épisode du podcast, donc soit il y a des gens qui nous connaissent et qui connaissent ma passion pour Kurt Russell, soit il y a des gens qui débarquent par hasard. Il faut savoir que je suis, je dirais pas un fan hardcore de Kurt Russell, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais
comment dire, ce mec m'envoûte. Voilà, non, il faut dire ce qui est. Moi, dès que je vois un film avec Kurt Russell, je suis comme un ouf. Enfin, je le regarde et je suis fan de Kurt Russell. Quand j'étais gamin, je voulais devenir Kurt Russell. Après avoir vu, quel film. Je pense que c'était Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Ah oui. Je pense que ça va déclencher en mode, putain, ce mec pue la classe. Ouais. Le mec est incroyable. Et ensuite, j'enchaînais avec tous les films. À l'adolescence de Sing, je me suis dit, putain, ce mec a la classe. Et ensuite, voilà, tous les films de Kurt Russell, à chaque fois, je suis en mode, putain, ce mec pue la classe, quoi. Ouais, c'est vrai, donc, tu vois. Donc j'aurais été grand fan de Kurt Russell en Boba Fett, ça aurait été ouf, quoi. Mais du coup, ils l'ont pas fait, malheureusement. C'est bien dommage. Enfin, en tout cas, c'était des rumeurs. Et puis après, bon, il y a eu Django Fett. Et j'ai oublié le nom de l'acteur, mais... Ça, pareil, polémique. Ça, c'est apparemment, c'est polémique, tout le délire Django Fett et tout ça. Je sais qu'il y a une... Je pense que c'est une base de fans hardcore à l'arbre moelleux qui est un peu en mode ouais, c'est bizarre. Ils aiment pas le délire Django Fett, Boba Fett et le fait que ce soit les clones soient des Django Fett des Django Fett. Attention spoil pour ceux qui n'avaient pas vu le 2, troisième fois qu'ils ont branlé là. Oui, c'est ça. Parce que oui, alors on parle de la menace fantôme, mais bien sûr, vous en doutez, on va digresser sur. Oui, c'est vrai qu'on digresse là pour l'instant. On digresse sur toute la saga Star Wars. En même temps, c'est normal. Oui. Parce que vu que c'est un film qui t'a touché, ça va de pair avec tout ce qui a suivi derrière. Enfin, c'est clair. On peut pas le prendre à part, quoi. C'est. Ah oui, non, franchement, même si en plus c'est l'origine de tout ce qui va arriver après. C'est ça. Et d'ailleurs, à la base, ça devait s'appeler Star Wars The Beginning. En tout cas, la version promotionnelle, c'était Star Wars The Beginning avant d'être la menace fantôme. Comme la Guerre des Étoiles était la Guerre des Étoiles avant de devenir un nouvel espoir. Et pendant longtemps, le titre c'était Le Commencement. Star Wars Le Commencement, quoi. Qui est un nom qui est pas ouf. Mais ouais, la menace fantôme, ça claque un peu plus. Puis ça colle aussi avec l'Empereur Palpatine et tout l'enjeu autour de l'arrivée des Sith, en tout cas le retour des Sith qui du coup illustre ce titre-là, la menace fantôme. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai mis du temps à le capter. Je pense qu'il y a ce côté-là quand on le voit jeune. De toute façon, il y a plein de trucs qu'on capte pas. Genre moi j'ai mis, je pense 15 ans de ma vie à découvrir que le sénateur Palpatine enfin oui c'est ça, le sénateur Palpatine et l'empereur étaient une seule et même personne. Ouais. Et j'ai mis un temps fou à capter ça. Pourtant, c'est le seul acteur avec du coup ah putain, j'ai plus son nom, celui de C3PO, Anthony Daniels et celui de R2D2 c'est qui reviennent. Ouais, c'est Ken après, quelque chose. Il y a eu Warwick Davis, je crois, qui a interprété R2D2 dans les... Non, il a interprété un Ewok. Ah, il interprète un... Il a pas... Ah, je pensais qu'il avait fait R2D2 dans non, R2D2 c'est un autre... Mais Warwick Davis, d'ailleurs, qui fait un caméo. Qui fait un caméo dans la menace fantôme, oui, aux côtés alors comment il s'appelle Watto, c'est ça? Ouais, le propriétaire Anakin, voilà, aux côtés de Watto pendant la course de pod. Et d'ailleurs, il y a le fils de Mark Hamill aussi qui fait un caméo. Ah. Pendant la course de pod, dans les spectateurs, avec Warren Ellis. Ok. Et voilà, il avait 15-16 ans, je crois. Ok. Mais l'acteur qui fait du coup Palpatine vient de la trilogie originale. Oui. Il faisait déjà l'Empereur Palpatine, et du coup, c'est les 3 seuls acteurs issus de la trilogie originale qui reviennent, en tout cas devant la caméra, parce que Carrie Fisher a aidé Lucas à écrire les dialogues de Padmé. Ah. Il y a plein d'anecdotes, régalez-vous. Ouais. C'est savoureux. mais ouais, du coup, elle a aidé à écrire les dialogues de Padmé parce que voilà, quoi, en tout cas, c'est Lucas qui lui a demandé. Ouais. Et c'est vrai que les dialogues sont fous, quoi. Le personnage de Padmé Amidala, il est ultra intéressant. Ça fait partie, je pense, c'est dans la lignée des personnages féminins forts. Des post-replay, quoi. Ouais, mais c'est clair. Parce que... Et ce qui est fou, c'est quand tu vois en interview, Nathalie Portman, elle en avait parlé la dernière fois, et c'est un des, en tout cas, seuls personnages déjà qu'elle garde en tête, de manière positive. Attends, elle n'a pas eu trop de chance niveau personnage. Encore une digression, mais l'émission, j'aurais dû l'appeler digression, en fait. C'est clair. Parce que, quand on prend Léon, traumatisme, genre, elle a 13 ans et elle a une relation... c'est chelou avec un homme qui a fois son âge. Luc Besson derrière, on n'en parle pas. Voilà. Ici, on n'est pas trop fan de Luc Besson, sachez-le. Non. De toute façon, on n'est pas très fan de réalisateurs, d'acteurs qui ont des accusations occultes. Voilà, ils ne sont pas les bienvenus ici. Mais ouais, ça, Black Swan, je pense que ça devait être intense aussi comme rôle. Et quoi d'autre après? J'avoue que je suis pas un grand fan. V pour Vendetta, à la limite, mais pareil, je pense. Un peu dur, même Jackie quand elle a dû faire du coup Jackie Kennedy aussi, oui, c'est vrai, des films
Mais pour le coup, elle disait en interview qu'elle, en tout cas, que a été ouverte à revenir en Padmé Amidala. En tout cas, c'est un des seuls rôles qu'elle aimerait réinterpréter. Ouais. Et ben d'ailleurs, voilà, on va alors partons sur le sujet Padmé. Personnage ultra cool dans La Menace Fantôme, faut dire ce qui est, hein, chef d'État de 16 ans, je crois, la reine a 16 ans de mémoire. L'âge de Nathalie Portman. L'âge de Nathalie Portman. Et enfin, avec une paire de couilles, quoi, faut dire ce qui est. Elle est là, elle prend des décisions, elle a peur de personne et tout ça. Et même dans les séquences d'action, tu vois, elle tire. Et voilà, tu vois, elle est pas, même son chef de la garde est en sueur parce qu'il est en mode, je suis censé vous protéger, vous êtes là. Voilà. Et ensuite, dans les suites, qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le personnage, quoi. Dans le 2 encore, ça va. Elle a encore ce côté badass, notamment la scène dans l'arène. Voilà. La scène dans l'arène avec cette fameuse réplique d'Obi-Wan où Anakin, du coup, dit, en tout cas, demande à Obi-Wan, mais qu'est-ce qu'on va faire de Padmé? Et Obi-Wan qui lui dit, mais elle s'occupe très bien d'elle-même et tu la vois grimper. Et c'est même si ça y est, il commence à lui mettre des tenues sexy parce qu'il faut attirer, voilà. Et le 3, là, il y a plus rien qui va. C'est un mode de jouvencelle en détresse qui, c'est toute l'intrigue amoureuse qui meurt d'une dépression, faut dire ce qu'il est. D'un chagrin quel gâchis. C'est beau d'un côté, mais quel gâchis pour un personnage qui était ultra iconique dans le premier, quoi. Du coup, je sais pas trop si Carrie Fisher est revenue pour écrire, mais à mon avis, elle a pas dû être fan vu la personne que c'était, de ce comment c'est. En plus, elle a l'air d'être une femme avec un caractère assez assez fort. Je pense pas qu'elle a dû être fan de ce qui s'est passé. Donc, aïe. En tout cas, voilà, Nathalie Portman kiffait le personnage. En tout cas, la manière dont le personnage était représenté dans le 1 et le 2. Parce que du coup, c'est dans une interview par rapport à la promotion du 2, et où elle disait justement ça, que c'est un personnage, en tout cas, qu'elle aimait interpréter. Donc, en même temps, je peux comprendre, et comme on l'a dit, c'est un des personnages les plus sympas, entre guillemets, qu'elle a eu interprété, quoi. Parce que le reste, c'est pas foufou, quoi. Mais et petite anecdote, je pense que beaucoup de gens, je suis pas à ton niveau, je pense que beaucoup de gens sont au courant, mais la doublure de la reine Amidala dans Menace Fantôme, c'est Keira Knightley, qui jouera quelques années plus tard Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes, et ça, qui à ce moment-là avait 13 ans. J'ai mis du temps à le réaliser, ça, tu vois. Je l'ai réalisé, je pense, bien plus tard. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai remarqué, mais son visage me parle, et c'est quand j'ai vu le générique à la fin, je me dis putain, mais c'est elle. Mais qui était très jeune, qui avait 13 ans, je crois, à l'époque. Mais il y en avait beaucoup. Jack Lloyd avait 12 ans. Mais il fait son âge, lui. Oui. Mais ils l'ont rajeuni, du coup, l'âge, en tout cas, du personnage. Il est censé avoir 8 ans. Ouais, ce que je veux dire, il a 8 ans. Et du coup, ils l'ont rajeuni, mais il passe aussi en 8 ans. Oui, il y a pas de souci. Il a l'air petit de taille. Et puis aussi, au niveau du visage, en fait, Lucas disait qu'il voulait un enfant qui, justement, fasse beaucoup plus petit, pour que la scène de revoir avec sa mère soit plus déchirante. Parce que si le gamin fait ado, tu vois, genre, c'est un peu moins. Alors que la scène est vraiment trop belle dans l'épisode. Elle est belle. Moi, Shmi, même si elle a un nom de merde, à jamais dans mon cœur. À jamais dans mon cœur, Shmi. C'est clair. C'est aussi un personnage assez logique. Qu'il est pas exploité, mais tristesse quand même. Tristesse de la fin de ce personnage. Dans l'épisode 2, qui est complètement horrible. Mais en plus, c'est un personnage, le peu qu'on voit à l'écran, je le trouve ultra attachant. Enfin, il est bien écrit. Enfin, tu vois que c'est, je sais pas, elle relativise sur sa vie, elle est esclave, mais je trouve qu'elle est écrite un peu à la manière de Qui-Gon Jinn. Tu vois, quand tu les vois discuter, les deux sont au même niveau. Tu vois, ça parle très sérieusement. Tu vois, les dialogues sont très sérieux, mais du coup, ça lui donne une prestance. Mais elle est attachante. Le peu qu'on le voit, je trouve qu'elle est ultra attachante. Puis l'actrice joue bien. Mais je l'ai jamais eu d'autre chose. Je ne vais pas se mentir. Mais, c'est la même chose. Mais ça, on peut parler du fait qu'il y a pas mal d'acteurs, en vrai, qui ont attaqué par Star Wars, qui ont les portes ouvertes. Ewan McGregor, pour Jack Lloyd, malheureusement, descend aux enfers après ça. Après, Ewan McGregor, il avait fait le premier film de Danny Boyle. Trainspotting. Il avait fait Trainspotting. Il était en Trainspotting, le premier, c'était, je me rappelle plus. Alors là, peut-être. Écrivez-le dans les commentaires. Toujours rêvé de dire ça. Mais il a fait Trainspotting, et d'ailleurs, pour l'anecdote, encore une anecdote. Lucas, du coup, pour choisir l'acteur qui fait Obi-Wan Kenobi, donc il avait une liste. Et en fait, ce qu'il a décidé à choisir Ewan McGregor, c'est Trainspotting, parce qu'en fait, ça lui a rappelé la manière dont Alec Guinness jouait jeune. Donc, c'est une bonne. En fait, il disait, Ewan McGregor ne lui ressemble pas du tout physiquement, mais par contre, c'est cohérent parce que ils ont la même énergie, la même dynamique, tu vois, les mêmes gestuels. Et en vrai, c'est vrai que acteurs de théâtre tous les deux, je crois, si je dis pas de bêtises. Et acteur britannique aussi, ça c'était un de ses souhaits, acteur écossais en plus. Écossais, ce que j'allais dire, les deux. Et quand tu le vois, c'est vrai que physiquement, il lui ressemble pas, mais t'oublies.
Ouais. En fait, cette absence de ressemblance Oui, physique. c'est vrai que c'est pas gênant. Tu vois, je me dis, ouais, Après, c'est Obi-Wan. Et puis, quand t'as un minimum de jugeote, enfin, il y a 20 ans entre les deux films, tu te doutes bien que, Ouais. bon, malheureusement, D'ailleurs, l'oncle d'Ewan McGregor joue dans l'épisode il 4, m'a 5 et 6. devancé, j'allais le dire. Ah, putain, mince. qui joue un chasseur Ouais, un de petit la rebelle. République, des rebelles, pardon. Oui, c'est vrai. Et du coup, Ewan McGregor disait que c'était le premier film qu'il a vu au cinéma. Et c'est pour ça qu'il a accepté Star Wars directement, parce que il se destinait en tout cas un peu plus au circuit indépendant. Ouais. Il disait aussi que quand il a signé le premier Star Wars, ce qui lui faisait peur, c'était qu'il était engagé pour 2 suites, alors que lui, à ce moment-là, il savait pas encore s'il allait faire du métier d'acteur sa carrière. Ouais. En fait, il voulait se réorienter. S'engager sur Star Wars, ça l'excitait, mais en même temps, ça lui faisait peur. Ouais. Au final, c'est un des rôles les plus iconiques. Totalement. Tu vois. De toute façon, c'est un acteur assez discret, il faut dire ce qui est. Ouais. On le voit dans très peu de films. Il a l'air C'est de vrai que choisir cette vraiment année, ses enfin, rôles. Tu vois, genre, ces derniers temps, tu le vois pas. Moi, je pense Pas à Bird of Prey. Je l'ai même pas vu, tu vois. Ah, ok. En même temps, j'ai pas envie de le voir. Ouais, il est sympa. On en parlera un jour de tout ce qui est Il est d'ici, sympa. parce que Ouais. on aime C'est bien d'ici. Ouais, et, on a un avis divergent, je trouve. on en DC. parlera. Ouais. On en parlera de ça, mais je l'ai pas vu. Mais oui, je pense que c'est son dernier, je pense. Il fait un c'est des un de ses méchants. derniers. Après, Je suis en train de réfléchir, il y a rien qui me vient là. ouais, mais moi non plus, tu vois. Du moins, je l'ai pas vu dans. Et je sais qu'il avait joué dans la série Fargo, qu'il a été nominé en tout cas. Pas fini, je a me souviens été- pas de lui dedans. il a pas eu des prix, mais il a été nominé pour certains Ouais. prix, donc il avait pas mal été remarqué. Mais c'est vrai que, tu vois, genre, je me rappelle d'un film, mais c'était post-Star Wars avec Jim Carrey, I Love You, Philip Morris, Oh putain, oui! qui est excellent. Moi, je C'est trouve très, vraiment très, très bon film. drôle. Moi, je me souviens de The Island avec lui. Écoute, Ah oui. Et Scarlett Michael Johansson. Bay, ouais. Ouais. Michael Bay. Ça, peut-être un jour, on fera un épisode dessus sur Michael Bay. Pas sur un film, juste sur Michael Bay. Sur Michael C'est Bay. bon, j'aurais été. C'est toujours les mêmes films. de Non, toute façon. non. Alors, voilà, ça commence. Moi, je suis pas d'accord. Michael Bay, je suis désolé, mais moi, j'aime bien. En fait, ce que je voulais dire, c'est il reprend certains Ouais. plans, tu vois, genre. Même le pitch de film, tu Ouais. peux les superposer, y a pas de. Et tu vois, les plans dans Pearl Harbor des porte-avions, c'est les mêmes que dans Transformers. Ouais, oui, Ça, oui, c'est- non, mais. Pareil, dans The Island, la course-poursuite Oui, sur l'autoroute, l'autoroute. c'est la même que dans Transformers. Il a repris les mêmes plans. Ouais. Bon, enfin, on n'est pas pour parler de ça. Ouais. Oui. Bon, quoi d'autre? Non, Qui-Gon Jinn aussi. J'ai envie d'en Ouais. parler parce que personnage qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin aussi. Oui. Et Comme il j'ai apparaît dit, dans hein, un seul film, et pourtant, il C'est fait ça. la classe. Comme j'ai dit, moi, personnage, que je me suis identifié bizarrement à Qui-Gon Jinn. Je sais pas pourquoi. Ok. Je pense le côté sage, bienveillant Ouais. qui m'a parlé. Première fois que je voyais Liam Neeson aussi. C'est tout con, hein, mais et que j'ai pas reconnu après dans ses autres films parce que là, il a un Ouais. bout qui a une queue de cheval. Mais en plus, il improbable. sortait de la liste de Schindler. C'est ça. Donc, Il avait fait Darkman, Liste de Schindler ouais, et il faut deux, sortir trois ces trucs. rôles-là, quoi, tu vois. Ouais. genre, Pas la même ambiance. ouais. C'est- Et il a accepté le scénar directement. Il disait que sans avoir lu une phrase du scénario, il a accepté d'y Et aller. ça, c'est couillu. C'est qu'il a dû voir la première trilogie que, voilà, il aimait, tu vois. qui était fan. Ouais. Parce que... Alors, j'ai 2 petites anecdotes. sur Liam Neeson. Oh là là. La première anecdote... Il est généreux. Non, 3 anecdotes. Oh là là, 3. Tu vois, j'ai perdu la première. Donc, je vais commencer directement par la deuxième. Est-ce que tu sais pourquoi la production a eu un surplus, enfin en tout cas a dû payer $150,000 de plus dans les décors pour changer les décors Régale-moi. parce qu'il était trop grand. Oh, c'est En vrai fait, qu'il est ils n'avaient vachement pas prévu grand. sa taille et ils ont dû du coup débourser $150,000 pour Incroyable. réaugmenter les décors parce qu'il était trop grand. Mais on le voit dans certaines scènes, de toute façon, où il se baisse pour passer. Bon, ça rajoute à la prestance du personnage. C'est clair. Mais Et tu vois dans le combat final de Naboo, Ouais. Ray Park, Dark Maul saute par moment. Park est petit en plus. Ouais, il fait 1m75. Ouais, c'est ça. La taille standard. Bon, et il peut nous péter la gueule en deux. Ouais. Donc voilà, on peut faire une Mais, mariage. en fait, il saute Ouais. pour être à la hauteur de Liam Neeson. Ça, c'est très drôle, ça. Très très drôle quand même. Et deuxième anecdote, il y a eu qui fait écho aussi à ce qui s'est passé pour la trilogie originale quand ils ont tourné sur Tatooine, donc en Tunisie. Alors ils ont pas tourné à Tatooine, là ils ont tourné à Turzin. Et il y a eu un espèce de gros orage, limite un ouragan, tu vois. Il n'y a pas d'ouragan, mais bon, c'est un orage immense qui a détruit tous les décors. Ouais, ça, Ils avaient mis en place tous les décors. Il y avait les pods pour la course de pods qui étaient alignés. Ils sont envolés. Enfin, c'était une horreur.
Et ils ont perdu la perruque de Liam Neeson. Quoi? C'était une perruque? Ouais, et ils l'ont perdue. Je suis dévasté à cette nouvelle. En fait, elle s'est envolée avec le vent. Moi qui pensais que c'était vrai. Tu viens de me briser un truc là. Par contre, Ewan McGregor, c'est ses vrais cheveux. La tresse, c'est une vraie tresse. Ah, goût discutable. S'il en est. Beaucoup mieux dans le dos, si vous voulez mon avis. Oui. Attention, la petite tresse. Même Hayden Christensen dans l'attaque des clones, tu vois, genre, il est beaucoup plus charismatique. Ouais, il est charismatique. Ouais, mais il a la queue de rat, quoi. Voilà. Pas facile d'être un apprenti Jedi, hein, finalement. Ouais. Et après, t'as les cheveux longs direct. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est qu'il y a un truc, je sais pas, d'avoir un code sur les cheveux. Il y a que Mace Windu qui termine chauve, mais en même temps, Samuel Jackson, il en a rien à branler. Donc, oui, voilà. Et puis, Samuel Jackson pue la classe même. Voilà. Et il fait ce qu'il veut. Et il nous emmerde. Donc, mais il a fait ce qu'il voulait. Et oui, il a fait chier tout le monde. Mais, il a fait chier, Lucas, pour avoir un sabre laser violet. Oui. En fait, à la base, avec écrit Bad Motherfucker dessus, il faut pas oublier. Sur le manche, il y a écrit Bad Motherfucker, comme dans Pulp Fiction. Ouais, il a fait graver ça sur le sabre, ouais. Mais moi, ce qui me tue de rire à chaque fois, c'est de savoir qu'il a harcelé George Lucas pour avoir un sabre laser violet et que Lucas, c'est juste parce qu'il en avait marre et qu'il a fait bon, ok, vas-y, si tu veux. Et en fait, ça devient c'est iconique. Oui. Le sabre laser violet, tu vois. Il y a que lui, hein. Et en temps, Samuel Jackson, voilà, si on doit parler des personnages, Samuel Jackson, enfin, même niveau que Kurt Russell, je sais pas, mais ce mec, il fait ce qu'il veut, et voilà, dès que je vois un film avec Samuel Jackson, je suis content. Même des serpents dans l'avion, je suis désolé, je le dis. Voilà, je le dis, mais on pourrait faire un épisode sur les serpents dans l'avion, parce que j'adore ce film aussi. Mais merci, voilà. Mais ça fait partie des films, tu poses ton cerveau et en vrai, tu te marres. Oui. C'est totalement ça. Mais oui. Mais Samuel Jackson. Oui. Il est à fond. Deep Blue aussi. Ouais. En fait, je trouve que ce gars, on digresse encore. Je trouve que ce gars, en fait, il prend littéralement les rôles qu'il veut. Il s'en fout. Et j'avais vu une anecdote où des fois son agent disait mais je vais prendre ce rôle et lui disait je m'en fous, j'ai envie de le faire. Le scénario me parle, le personnage me parle, j'ai envie de le faire. Et il s'en fout et il y va à chaque fois à 100%. Ouais. Je sais pas si t'as capté, il y a aucun rôle où il va être un peu moins bon que d'un autre où tu vas dire tu vois que là il est venu prendre son cachet ou quoi. Non, il est à fond dans tous les films. Enfin vraiment. Même tu vois dans les Marvel, quand il revient en écurie, il aime vraiment ça, il l'a dit. Et d'ailleurs c'est basé donc de la réinterprétation de Nick Fury dans la bande dessinée Ultimate. Ouais. Et ils ont pris les traits de Samuel Jackson sans lui demander, et lui avait dit du coup aux avocats Marvel, je ne porte pas plainte si j'apparais en tant que Nick Fury dans les films. Et ça c'est classe. Et franchement, il est iconique aussi en Nick Fury. Voilà, c'est pour ça que moi j'adore ce gars, c'est que voilà, il fait ce qu'il veut, mais il va à fond. En plus, quel personnage. Ouais. Ce que je te disais avant qu'on commence, c'est un des premiers personnages inventés par Lucas en 73, donc la première version de la Guerre des Étoiles, c'est Mace Windu. Il disait justement que c'était une façon de souffler par rapport au studio, parce que les effets spéciaux en fait auraient coûté beaucoup plus cher si c'était les studios qui payaient. Et en fait, lui a été très économe. Ouais. Et est allé à l'essentiel. D'ailleurs, pour faire les effets spéciaux, normalement, t'as 4 super ordinateurs qui tournent. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient fait pour Jurassic Park et ça coûtait une blinde. Et lui, en fait, il a aligné 10 ordinateurs domestiques pour faire la puissance des 4 super ordinateurs. Ça coûtait beaucoup moins cher. Comme quoi. Et ça a coûté 115 millions, le premier épisode. Et après, ils ont fait 5 millions d'économies. Parce qu'ils avaient prévu 120 à la base. Donc, en plus, ça laisse plus de liberté. Oui. Si c'est toi qui balances ton argent, tu vas avoir personne derrière pour te dire, tu me dois des comptes, quoi. De ce côté-là. C'est à la fois une de ses forces, mais aussi, le côté que, beaucoup de personnes, en tout cas dans la première trilogie, ne voulaient plus travailler avec lui, c'est qu'il est très chiant. Ça. Et là, en fait. Un peu sur sa gueule. Bref. Et en fait, ceux qui ont travaillé pour lui sur la première trilogie disaient que, tu réalises pas un film, c'est pas toi le réalisateur. En fait, tu réalises le film de George Lucas. Une des raisons pour lesquelles David Lynch a refusé de réaliser l'épisode 6, à la fois c'est parce qu'il disait en interview en rigolant que c'est parce qu'il était complètement perdu par tout l'univers. Ce qui est assez rigolo quand on voit. À quel point le gars peut être perché. Hein, si vous n'êtes pas familier avec le cinéma David Lynch, je sais pas si je vous le conseille en fait, par pure curiosité. On pourrait faire un épisode sur Twin Peaks. Et on fera un petit hors-série, justement. Et on parlera d'une série. On pourra parler de Twin Peaks qui est. Voilà. J'ai pas besoin de terminer. Voilà, qui est. Voilà, mais oui, non, c'est. Mais et du coup, dans l'épisode 1, il a aligné l'argent parce qu'il voulait faire, en tout cas, avoir cette liberté. Et à la base, il voulait pas réaliser parce que George Lucas, c'est un producteur. Il a produit énormément de films et il en a scénarisé aussi. Par exemple, Indiana Jones. On oublie souvent, mais c'est Lucas qui est derrière. Bien sûr. Et il voulait pas du tout le réaliser. Et sa boîte d'effets spéciaux est derrière aussi, d'Indiana Jones. Ouais.
LucasArts, LucasArts, ouais. Parce qu'après, il y a Industrial Light and Magic. Ouais, mais c'est aussi lui ou c'est Spielberg, celle-là? C'est les deux. Ah bah voilà. Et il voulait du coup choisir comme réalisateur un réalisateur de la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. D'ailleurs, les scénaristes de cette série très sympa avec super sympa. River Phoenix dedans, si je dis pas de bêtises. Et les scénaristes de cette série l'ont aidé à réécrire parfois le scénario de La Menace Fantôme. Parce que c'est sorti à peu près au même moment. Ouais. Et dans la série, Franck Darabont réalise un épisode et devait réaliser La Menace Fantôme. Ah, et ça aurait été incroyable parce que pareil, on y revient. Franck Darabont, super réal. Ouais. Je vous conseille de vous pencher sur sa film. Ce mec est une pépite. Tu vois, c'est The Mist, il a fait, non? Il a fait The Mist, il a fait Les Évadés. Ouais, je pense un de ses plus connus. Ouais. Il y a quoi d'autre? J'étais tombé sur un de ses films, je savais même pas si c'était lui. Moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'il est showrunner de la première saison de The Walking Dead et réalisateur du coup. C'est vrai ça. Épisode qui est absolument dingue. C'est vrai. Et donc pour le coup, Lucas avait pensé à lui, et il a dit non parce que justement en fait, il voulait pas avoir les mains liées. Ah, la ligne verte. Ouais, tout simplement, c'est lui. Et du coup, il voulait pas avoir les mains liées par Lucas, et donc c'est pour ça que George Lucas revient à la réalisation. Parce que voilà. Mais d'ailleurs, après en fait le premier Star Wars en 77, il a rien réalisé d'autre. Lucas. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, les gens sont pas forcément au courant. Ouais. Parce que d'ailleurs ma compagne, qui un jour passera dans un épisode, voilà, je le dis ici comme ça, elle sera obligée, ne savait pas, elle a appris récemment que sur les trois premiers, il a réalisé que le premier. Ouais. Et les deux autres, c'est deux réalisateurs différents. Ouais, parce qu'il les a scénarisés, il les a produits, il était là sur les tournages. En fait, on l'oublie, ouais, voilà, c'est les réalisateurs, c'est des marionnettes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, pour le coup, il devait réaliser Apocalypse Now. Coppola devait juste le produire. Ah, et il a préféré partir produire du coup les Star Wars. Mais ça aurait pas eu la même gueule Apocalypse Now, hein, faut dire ce qui est. Je pense pas. Par Lucas, peut-être un peu plus aseptisé, un peu plus conventionnel. Que le premier Star Wars est un peu conventionnel parce que il renvoie à tout cette le monomythe. Oui. La théorie du monomythe, qui est un classique. Oui. Tu veux créer une histoire, tu pars du monomythe. Pour les gens qui savent pas ce que c'est le monomythe, c'est bien, on doit expliquer aux gens. Et moi, j'adore expliquer aux gens parce que je fais du mansplaining, je suis un gros connard. Mais le monomythe, en fait, c'est une théorie qui date de la Grèce antique, qui est tout simple. Prenez pour compte que tout ce que vous avez vu emmagasiné comme bouquins, séries, films, même jeux vidéo, ça part du principe du monomythe, qui est en gros, pour résumer vite fait, un héros. Il a un sensei entre guillemets, il a un sidekick, un love interest, un grand méchant, voilà. En gros, c'est la théorie du monomythe et toutes les histoires partent de là. Harry Potter, Star Wars, tout. Enfin, de toute façon, tu peux tout prendre. Il s'en est jamais caché, Lucas, quand il a commencé du coup à écrire le scénario du premier Star Wars, parce que il faut savoir que il est allé. Il n'est pas allé jusqu'au doctorat, je crois qu'il s'est arrêté au master, mais il était en tout cas étudiant en anthropologie. Et il s'est intéressé à la façon dont on construit les mythes dans les sociétés. Et du coup, ça transpose. Et c'est pour ça aussi que Star Wars, c'est une des seules sagas qui a un impact énorme sur la culture en général. Tu vois, pas seulement la culture ciné, vraiment tout le monde connaît Star Wars. Tu prends des sagas de science-fiction comme Star Trek, par exemple, si t'aimes pas la science-fiction, tu connais pas Star Trek. Tu vois, t'as des rêves et tout de Star Trek que t'as pas si t'es pas dans la SF. Star Wars, on a tous la rêve de je suis ton père, même si t'as jamais vu un Star Wars. Star Trek, il y a ce côté-là très de niche chez nous, outre-Atlantique. Ouais. Il y a un truc qui n'a pas traversé. Alors que c'est, il y a des gens, je dis pas. En France, il y a des fans. Ah oui, bien sûr. Mes parents connaissent. Enfin, ça passait à la télé à l'époque. Ça n'a pas eu la même résonance que Star Wars. Star Wars, ça va au-delà de la science-fiction. Et même au-delà du cinéma, c'est un véritable phénomène. Tu vois, les phénomènes qui c'est l'ouverture du nouvel Hollywood, quoi. Ouais. Ça fait partie des œuvres qui ont lancé le nouvel Hollywood, quoi. On dit que Star Wars, c'est un peu le premier blockbuster. Même si, historiquement, le premier blockbuster, ça reste Les Dents de la Mer. Oui. Puisque ça a introduit le film à concept. En gros, les blockbusters, c'est des films qui ont pas forcément une visée artistique. Là, je fais des gros guillemets parce que j'aime pas cette vision-là, tu vois, qui oppose deux types de cinéma. Le cinéma reste de l'art. Voilà. Même les blockbusters. On est souvent d'accord avec ça, avec Flo, c'est que n'importe quel film, par exemple, il y a la vanne que je pense que tout le monde connaît, que les Fast and Furious, c'est pas du cinéma, c'est complètement con et tout ça. Ça reste de l'art, ça reste du cinéma. Même si c'est basique et c'est con de malade,
ça reste de l'art. Il y a des gens qui se sont fait chier pour travailler dessus. Visuellement, il y a des super idées. Enfin, ça. Non, c'est clair. Mais et vraiment le cœur du blockbuster comme Fast and Furious, c'est qu'il n'y a pas une histoire enfin, en fait, c'est pas poussé au niveau d'un concept. Enfin, c'est un film à concept en fait. Les Dents de la Mer, tu vas pas le voir pour son histoire, tu vas le voir parce qu'il y a un requin qui tue des gens. Ouais. Par exemple, l'année dernière, le film Formule 1, c'est un blockbuster à fond. Tu vas pas voir le film pour son histoire, tu vas voir le film parce que tu vas voir des Formule 1 au cinéma. Ouais. Fast and Furious, c'est pareil. Tu vas pas voir le film pour son histoire, tu vas voir les bagnoles et tout ça, les scènes d'action. C'est des films à concept. Du scénario. Ouais. Et Star Wars, du coup, a ce côté-là, film à concept, mais en même temps, il est beaucoup plus poussé sur son scénario. Je trouve surtout sur la prélogie. Mais ça, c'est aussi le fait que George Lucas avait écrit la prélogie avant d'écrire l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Et il disait qu'il avait eu du mal à faire l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, alors qu'il avait déjà les idées pour la menace fantôme. Et ça, je trouve ça dingue. Ouais. Et d'ailleurs, dans les premières versions du scénario, est expliqué la prise au pouvoir de l'Empire démocratiquement par le Sénat, l'extinction des Jedi. En fait, tout ce qu'on voit dans la prélogie, ça devait être expliqué au début, sauf que sous les conseils d'ailleurs de ses amis Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma. Il faut le dire, mais tous ces réalisateurs-là qui sont iconiques aujourd'hui, si vous aimez le cinéma, si vous aimez pas le cinéma, qu'est-ce que vous foutez là? Je pense que ça va devenir un running gag, cette phrase. Qu'est-ce que vous foutez là? Tu peux renommer le podcast. Qu'est-ce que vous foutez là? Ouais. Ça, c'est celui-là un peu plus piquant, on crachera sur les gens un peu, tu vois, on parlera mal un peu, on l'appellera comme ça. Mais oui, ils sont tous issus de la même école, en fait. Ils sont tous sortis en même temps, et ce qui est assez fou, quand même. C'est un beau palmarès, quand même. Hein. C'est un peu comme la nouvelle vague en France, parce que là, eux, ils étaient vraiment tous ensemble. C'est Hollywood. C'est ça, c'est Nouvelle Hollywood. Et Coppola, d'ailleurs, est un des seuls réalisateurs à avoir lu toutes les versions de Star Wars, du scénario, en tout cas du premier. Parce que c'est un grand ami de George Lucas. D'ailleurs, Sofia Coppola. Putain, il m'a volé l'anecdote et il me court-circuite, cet enfoiré. Mais oui, elle joue une des suivantes de Padmé, Sofia Coppola. Et ça, je l'ai jamais remarqué. C'est toi qui me l'as fait remarquer la dernière fois. Quand on l'a vu pour le podcast. Elle est créditée à la toute fin en tant que, elle a un nom, nul à chier. Désolé, hein. Désolé, mais le nom est rincé de la suivante. Sachet. Ouais, vraiment. Elle s'appelle Sachette ou Sachet, un truc comme ça. Mais oui, c'est la fille de Coppola, du coup. Et donc, du coup, Coppola est un grand ami de George Lucas et toute l'équipe. Un peu à la manière des réalisateurs mexicains. Mais on en reparlera dans un autre podcast, parce que on parlera bien sûr d'un grand réalisateur, on tease un peu, d'un grand réalisateur mexicain très en vogue en ce moment, qui est issu aussi d'une triplette de réalisateurs mexicains qui ont sauvé le Mexique, le cinéma mexicain. En fait, faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, petit teasing, ça c'est pas mal. Ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais oui, du coup, pour en revenir à la menace fantôme, parce que là, on est parti. On est parti. Surtout Star Wars et la nouvelle Hollywood et les couilles et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le film? Personnage iconique, il y a plein de personnages iconiques. Dark Maul, par exemple. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle. Ouais. Ça, c'est un personnage que... Mais comme Liam Neeson, comme Qui-Gon Jinn, il apparaît dans le premier film, il apparaît plus après. Alors, il va apparaître dans les séries animées, il va réapparaître dans Solo aussi. Mais il a marqué les gens. C'est ça, il est plus cité que Qui-Gon Jinn. Ouais. Pour une raison qu'on ne sait pas trop. Il est classe. Il est classe. Déjà, c'est le design site à avoir le double sable laser. Ce qui est stylé, sa mère. Après, il me semble qu'ils l'ont refait maintenant dans les nouveaux. Il y a des nouveaux sites, notamment les Inquisiteurs. Même quand il y a des Jedi qui ont des doubles sabres et tout. Ouais, c'est un peu démocratisé ça. Mais le design est stylé. Et pourtant, c'est un personnage qui ne parle pas. L'acteur est cascadeur à la base. Ouais. Que vous avez peut-être vu, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'ont peut-être pas reconnu, mais dans X-Men, le tout premier X-Men, c'est le crapaud. Voilà. C'est vrai. Et ensuite, cet acteur a joué dans des des directs, tout DVD et compagnie, mais fort sympa. Ouais. J'en parlerai peut-être que je le mettrai en post-prod ou quoi, mais il y a un petit film avec Scott Adkins, pour ceux qui aiment l'action, où il joue dedans, et il est pas dégueu, ce petit film. Oh, voilà. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est taiseux. C'est vraiment l'archétype du méchant, quand tu vois dans les westerns, en fait. Je dis ça parce que du coup en voyant quelques interviews, quand il cite ses inspirations, George Lucas, il cite notamment ses études en anthropologie, et Joseph Campbell, qui est donc un anthropologue qui a énormément travaillé sur la façon dont on construit les mythes dans les sociétés et l'impact qu'a les mythes. Il s'est inspiré de la légende arthurienne et des chevaliers de la table ronde. Il s'est inspiré des films de samouraï.
notamment Ah oui, ça. Akira Kurosawa. Il a produit d'ailleurs un Akira Kurosawa après. Ah, ça, je savais pas ça. Ouais. Que ce soit dans le j'ai plus design. lequel, mais Dans le mais design de Dark Vador, c'est ça, tout le monde a Ouais. dit, c'est totalement une armure de Shogun. et même dans le premier Star Wars, c'est La Forteresse cachée, je crois, de Akira Kurosawa. Ouais. Le fait que ce soit C3PO R2D2 qui raconte l'histoire, qu'on ait le point de vue de l'histoire du point de R2D2 C3PO, c'est pas piqué, mais inspiré de La Forteresse cachée, où on a l'histoire donc du point de vue de deux paysans par rapport donc à une grande épopée historique. Donc il s'inspire aussi des films samouraïs et des westerns. En tout cas, il le dit. Il a fait Star Wars parce qu'il trouvait que déjà à l'époque, donc fin 70, il avait pensé Star Wars comme une réaction à la politique de Ronald Reagan. Donc c'est un film qui était assez engagé. Et comme tous les réals de l'époque de Nouvelle Hollywood. Bah ouais. Et quand tu vois son premier film, c'est des hippies. Il faut dire ce qui est, c'est vrai, c'est des hippies. Ils sont génération hippie et c'était anti. Et quand tu vois son premier film, THX 118, qui est assez sombre, assez austère, c'est vraiment une dystopie. C'est d'ailleurs une référence dans Star Wars. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a un des droïdes de combat qui a ce matricule-là. Ouais. Voilà. C'est ça, à la volée. Et du coup, il disait qu'il voulait combler le vide que la fin des westerns avait mis dans le cinéma américain, c'est-à-dire recréer en fait une forme héroïque et une forme mythologique. Et c'est ce qui l'a motivé à faire Star Wars, parce que c'était aussi un grand fan de western, de magazine pulp, de science-fiction. Ouais. Puisque ce qui l'a poussé aussi à faire Star Wars, c'est qu'il voulait avoir les droits pour faire un Flash Gordon, il les a pas eu, parce que les studios voulaient que ce soit Federico Fellini qui fasse un Flash Gordon. Qui est un film pas ouf. Désolé, je le dis. Il est culte, il est culte outre-Atlantique. Ouais. Mais je le trouve vraiment pas dingue. Et puis il a très mal vieilli, il faut dire ce qui est assez... Comparé, du coup, au premier Star Wars, qui a très bien vieilli, ouais. Mais, aussi, même, pour en revenir au côté, inspiration japonaise et tout ça, je trouve même dans les affiches des premiers films, carrément. C'est très, très, tapisserie japonaise, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. L'Empire contre-attaque. Ouais. L'affiche est magnifique. Mais ça fait clairement, mais c'est, alors, je dois les avoir quelque part, je sais pas où elles sont, je les retrouve, mais j'ai les affiches. Et de toute façon, pour le côté, ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour on en parlera dans un hors-série. On va faire beaucoup d'hors-série. Et Flo, là, on a prévu déjà les 15 prochaines émissions, je crois, que ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. Mais, de toute façon, le western est totalement la continuité des films de samouraï. C'est exactement la même chose. Oui. Je me suis fait un cycle, j'ai plus le nom de ce réalisateur japonais. Pas Kurosawa, mais c'est un autre iconique aussi. Quelque chose en M. J'ai retrouvé ça vite fait, mais qui a fait les films comme Tora ou Zatoichi. Et c'est littéralement, c'est là où j'ai percuté. Oui, un peu tard peut-être, mais j'ai percuté. C'est totalement un western. Ouais. Par exemple, Tora, on suit un fils de seigneur japonais, mais qui est en bas de l'échelle, enfin un samouraï seigneur japonais, mais qui est vu qu'il y a un système de caste, pour ceux qui ne le savent pas, chez les samouraïs, lui, il est vraiment tout en bas. Et son fils veut voir le monde. Il est cantonné à la ville, mais il est en mode, j'ai envie de partir explorer le monde, découvrir d'autres choses et tout ça. Et son père lui donne sa bénédiction, le seigneur aussi lui donne la bénédiction. Et mais pendant ce temps-là, le père se fait bien voir du seigneur, du coup monte en grade, ce qui rend jaloux d'autres seigneurs samouraïs qui le tuent, qui tuent le père. Et le fils, pendant son voyage, apprend ça et revient se venger. Et du coup, les 3 derniers quarts d'heure du film, c'est le fils qui se venge. Et il y a un côté, autant dans la mise en scène que dans l'histoire, extrêmement western. Et il y a même un plan, un moment de combat au sabre en contre-jour. Qu'avec les silhouettes. C'est extrêmement classe. Stylé. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les films de samouraï et le western, c'est exactement la même chose. C'est juste la version outre-Atlantique, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et c'est la même chose. Mais voilà, j'ai pas retrouvé le nom du réalisateur parce que je veux pas botter. Après, il est là. Et je vais vous dire le nom du réalisateur pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pas Tora, j'ai dit des bêtises. Mais peut-être pour meubler. Oui, vas-y. Quand le lien justement western et Star Wars, il faut savoir que George Lucas, quand il a écrit La Menace fantôme et qu'il a écrit le fonctionnement des Jedi, il les a écrits comme des marshals. Il l'a dit en interview, en fait. C'est vrai que c'est un peu il a dit c'est des marshals. Et il a pensé justement à la manière dont fonctionnaient les marshals dans les westerns. Et c'est vrai que quand tu regardes les films avec les marshals, c'est des Jedi. Tu vois, ils arrivent dans les villes, ils rétablissent l'ordre, après ils repartent. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que Kurt Russell en Jedi, tu vois. Oui. Mais Kurt Russell, Tombstone là, voilà. tu vois, genre, ça aussi on en parlera un de ces 4, je pense, Tombstone. Oui.
Mais pour le coup, tu vois l'inspiration à fond au niveau des Marshall et de la manière dont ils établissent, en tout cas, l'ordre et la paix à travers les différentes planètes. Mais même quand tu vois le design de Tatooine avec le désert, enfin voilà, ça fait très Nouveau-Mexique, tous ces films-là, tu sens l'inspiration. Ah oui, totalement. Même dans l'ambiance, les duels au sabre. Ouais, bah voilà. Plus, c'est très duel au sabre. Samouraï. À la fois samouraï, mais à la fois western, les duels. Oui. Bah quand tu vois le premier épisode, quand t'as Dark Vador et Obi-Wan Kenobi qui sont face à face, ça fait très face à face. Même le combat de fin de la menace fantôme. Oui. Avec, pour moi, la meilleure musique de la saga, Duel of the Fate. on peut parler de la BO du coup. Ouais, John Williams. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler au final? C'est la seule chose de bien dans la postlogie. Le fait qu'il y a encore John Williams. S'il y a des gens qui ne connaissent pas, parce que c'est possible qu'il y ait des gens qui aient vu le film mais qui sont pas trop BO, intéressez-vous à la BO de John Williams, à toutes ses BO. Ouais. Parce que le mec a signé les BO des plus grands. Les Star Wars, les Indiana Jones. Ouais. Les Harry Potter. Les Harry Potter aussi. Pas tous, je crois. C'est peut-être Danny Elfman sur les derniers, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois. En tout cas, les deux premiers. Ouais. Mais John Williams, voilà, un mec pépite, un génie. Ah oui. C'est littéralement un génie. Park aussi. Ah non, si, j'ai un doute, je l'ai pas dit parce que j'avais un doute, mais c'est peut-être lui. Je te laisse vérifier. Alan Silvestri, je sais pas. Ah, ouais, peut-être. Alors du coup, pour revenir au réalisateur du coup de Zatoichi et tuer, c'est le titre en français, c'est pas Tora, je vous dis des bêtises. C'est Kenji Mizumi. Voilà. Et je vous conseille sa filmo qui est assez dingue. Attention parce que Zatoichi, il y a eu un remake en 2003 de Takeshi Kitano qui est un très bon réalisateur aussi. Ouais. Mais pas très bien. C'est la même histoire, mais je sais pas, j'ai pas vu le remake. Mais en tout cas, l'original est extrêmement bien. Et il a fait aussi des films complètement ouf qui s'appellent Baby Cart. Ok. Je sais pas si tu connais. Ah non, pas du tout. Qui a énormément inspiré Tarantino, qui sont des films de référence pour Tarantino. Ok. Où on suit un samouraï qui se travaille avec un bébé dans une poussette. Oh, incroyable. Et c'est complètement ouf. Les combats, pour ceux qui ont vu Kill Bill de Tarantino, les giclades de sang sont pareils dans Baby Cart. Ah oui, non. C'est de la découpage de bras en foison avec des geysers de sang, enfin, et c'est incroyable. C'est l'inspiration peut-être pour Very Bad Trip aussi, non? Il se trimballe avec le bébé. Ah, peut-être. Il y a peut-être un côté Baby Cart dans Very Bad Trip, mais en plus off, peut-être. Mais voilà. Donc c'est bien John Williams, hein, sur c'est bien John Williams. Sur mais voilà, qui signe une BO, du coup, dans la menace fantôme, oufissime, Duel of the Fate, des frissons à chaque fois. Et même beaucoup de nouveaux thèmes. Des thèmes qui n'étaient pas entendus dans le film. Oui, désolé, on était en pause. Je le couperai au montage au pire s'il faut, mais on dit un truc qu'on a oublié parce que carrément oublié. Ouais. Madame est rentrée entre temps, donc voilà. D'ailleurs, si tu veux venir, t'hésites pas. Hein. Si tu veux te joindre à nous, t'hésites pas. Hein. Oui. Après, ça dépend à quel stade vous en êtes dans le. Oh là, on a parlé de tout et de rien. Après, de toute façon, j'ai dit que j'ai parlé de toi, donc tu seras obligé de venir pour un épisode. Ah. Tu viendras parler d'un film. Allez, salut. Oui, on parlait de la BO. On parlait de la BO de John Williams. Il y a des nouveaux justement thèmes qui du coup sont assez uniques pour l'épisode 1 et qui vont revenir après dans la trilogie. Déjà, je crois qu'il y en a un, si j'ai pas de bêtises, pour Anakin. Ouais. Pour annoncer qui est déjà subtilité que j'ai capté plus tard. Certaines notes correspondent à la marche impériale de Dark Vador. Ouais. Il faut bien tendre l'oreille, mais on se rend compte qu'il y a déjà, quand Anakin apparaît, il y a ce petit son qui... ça me fait penser, alors c'est pas du tout à la musique, mais il y a cette affiche promotionnelle que je trouve absolument dingue. C'est laquelle tu as cité. Anakin avec l'ombre de Dark Vador sur la maison à Tatooine qui est folle. Ouais. Et très très cool. Vraiment très très belle. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, au niveau des thèmes musicaux, il y a aussi la course de pod. Oui. À la fin, du coup, qui a ce thème musical complètement nouveau et peut-être introduire pour parler de la course de pod qui est complètement folle. C'est ce que j'allais te dire. Qui est une scène de 14 minutes qui, à la base, devait faire beaucoup plus. Elle devait faire une demi-heure. Mais ils ont obligé, enfin, en tout cas, on a obligé Lucas à la raccourcir. Ça aurait été peut-être un peu trop long. Une demi-heure. Sur un film de 2 heures, peut-être un peu beaucoup quand même. Mais qui est vraiment, vraiment cool, quoi. Et qui incroyable. Reprend toutes les obsessions de Lucas dans la trilogie originale, enfin, en tout cas, dans La Guerre des Étoiles, mais aussi dans son dans son deuxième film, American Graffiti, qui est un film sur les rodéos urbains. Oui. Qui est un peu le Fast and Furious dans les années 50. Ouais, encore avec Harrison Ford, ouais. Harrison Ford qui était charpentier sur les tournages à la base, qui est devenu Han Solo par un pur hasard. Voilà, petite anecdote en passant. Et du coup, c'est l'obsession de la vitesse. Parce que j'adore cette anecdote, fan de sport auto. Oui, c'est vrai. Lucas est, en tout cas, se destinait à être pilote auto
professionnel. Et c'est un accident qu'il a eu. Alors au début, je pensais que c'était sur un rallye, parce qu'il faisait du rallye amateur. Mais en fait, non, c'était en rentrant chez lui. Il roulait juste trop vite. Et il a percuté un arbre. Ça, c'est con, ça, quand même. Ouais. Et il a eu, d'ailleurs, pour notre anecdote, une expérience de mort imminente où il a senti quelque chose qui est devenu plus tard la force. Les midi-chloriens, bien évidemment. Ça, on va en parler après la course de pod, je pense. Ouais. Et du coup, sur la course de pod, on voit, moi, ça m'a fait penser à, dans la carte des étoiles, le moment où on a cette vue avec juste la coque du X-Wing qui arrive à balle dans l'étoile de la mort, et que t'as déjà cette obsession de la vitesse dans le premier Star Wars que tu retrouves exploité à fond. D'ailleurs, petit aparté, pour ceux qui ont l'occasion, pour mes fans de jeux vidéo qui ont l'occasion, si un jour vous tombez sur la bande d'arcade Star Wars X-Wing, pour l'avoir testé, justement, on est dans le cockpit d'un X-Wing et la sensation de vitesse est oufissime. Voilà, c'est une apportée inutile, faut dire ce qui est, mais c'est très très bien foutu et la sensation, ça sent. La seule mission du jeu, enfin la première mission, parce que j'ai jamais dépassé la première, c'est de lancer la bombe dans le conduit de l'étoile noire. Ça va tellement vite que si tu n'es pas pilote de chasse, je pense que tu ne peux pas avoir le réflexe. Et c'est impressionnant. Donc voilà, si un jour vous tombez sur une bande d'arcade, je vous le conseille parce que c'est assez ouf. Voilà, je t'en prie. Non, et moi, il y a cette anecdote que pareil, fan de Sport Auto, je trouve folle. Mais le son qui a été utilisé pour le pod d'Anakin, alors tous les autres pods, c'est des sons qui sont modifiés pour coller justement à cette espèce de diaspora intergalactique qui est représentée dans les courses de pod. Mais le son du pod d'Anakin, aucune modification, c'est le son d'une Ferrari. Alors c'est la Ferrari de 94 ou 95, c'est tout. Aucune modification. C'est vraiment le moteur. Je t'avais fait écouter après. En vrai, voilà. Et c'est vraiment. C'est une Formule 1, c'est ça? C'est une Formule 1. C'est la Formule 1 Ferrari. Si vous mettez le son et vous mettez le son du pod à côté. Flo me l'a fait écouter, c'est exactement la même chose. C'est celle de 95, il me semble. Et c'est fou, quoi. Parce que c'est vraiment juste le son d'une Ferrari. Là, si on fait un peu un bond dans le temps, pour l'épisode 3, ils avaient fait une promo absolument folle pour le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Il y avait la livrée d'une Red Bull. Ils étaient là. Alors là, m'en demande beaucoup. Je saurais pas te dire. Je vais essayer de regarder. Vas-y, je te laisse regarder. Je vais meubler à mon tour. Et oui, du coup, pour la course de pod, quel gamin n'a pas rêvé de... Enfin, je pense qu'on jouait tous à la course de pod dans un cours de récré à ce moment-là. Moi, je me souviens... Et même, c'est ça qui est fou, parce que même quand j'étais en maternelle, le film était sorti, il date de quand, si je dis pas de bêtises, 99, ouais, ce que j'allais dire. Ouais, j'y jouais 3 ans après, j'y jouais encore à la cour de récré, quoi. On faisait les courses de pod avec les potes dans la cour de récré, on faisait le tour de la cour en faisant les bruits de courses de pod et ça nous a marqué de fou, quoi. Mais c'est une scène oufissime, enfin. Ouais, c'est clair. Et là, quand on a revu le film, on a encore pris un pied d'enfer avec cette scène, quoi, qui est dingue, quoi. C'est fou. Même le design des pods est déjà ultra kiffant. Les scènes sont super nerveuses, la manière dont c'est filmé. T'as aucune musique au début, t'as que le son de moteur. La musique, elle apparaît sur les 2 dernières minutes. Qui est oufissime. Et alors j'ai retrouvé l'info. Du coup, c'est bien Red Bull Racing, ils étaient bien là à l'époque, en 2005. Pour la promo de Star Wars épisode 3, ils ont fait une livrée spéciale Star Wars, qui est super belle. Les mécanos dans les pit stops, donc qui changent les pneus, ils avaient leur casque en Stormtrooper. Ah, grave cool ça. Et il y avait un petit R2D2 qui sortait et qui re-rentrait à chaque fois que la Formule 1 rentrait et sortait. C'était fou. Grave cool ça. Parce que donc George Lucas, fan de sport auto, trop belle. Voilà, vous dormirez moins con avec tout ça ce soir. Et après il y a eu plein de livrées. D'ailleurs, je sais qu'il y en a une qui pourrait te plaire. Ils ont fait cette année une livrée Godzilla pour le Grand Prix du Japon. Alors là, je vais regarder. C'est passé le Grand Prix du Japon? Ouais, c'est passé. Ah putain, fais chier. Elle était très belle. Je vais trouver une rediffusion. Et voilà, la course de pod. La course de pod. Et moi, je me souviens du jeu vidéo. Épisode 1 Racer qui pareil, fou. Qui a droit à son remake qui est sorti ou qui va sortir. Qui va sortir pour les fans de jeux vidéo. Et ça pareil, ça fait partie de toute cette aura qui est autour de ce film-là. Enfin, en tout cas, moi personnellement. Qui est unique aussi, parce qu'on le retrouve nulle part après. Les courses de pod, non. Dans aucun épisode, il y a une course de pod. Il y a une scène de vaisseau dans le 2, mais c'est une course-poursuite. Oui. Dans le centre-ville de Coruscant. Oui, c'est vrai. Et ensuite, plus rien. Mais, et tu vois, je me rappelle, ça c'est un souvenir gamin, à mon centre commercial. Du coup de là où j'habitais à Toulon, il faisait beaucoup d'animations pour les enfants par rapport justement aux sorties.
Je me souviens d'animation de Pirates des Caraïbes qui était complètement folle. Et Star Wars, donc pour le coup. Et à la sortie de l'épisode 3, ils avaient aménagé donc tout le centre commercial avec des décors. Il y avait des comédiens costumés. C'était complètement fou. Et ils avaient du coup recréé un pod. Du coup, le pod d'Anakin. Tu te mettais dedans. Quand t'étais dans le cockpit, t'avais la télé en face de toi. T'avais la manette, du coup, au niveau du volant. Et tu jouais à épisode 1 Racer. Et ça, c'est fou. Et alors, le pod était fixe, hein, tu vois, ça bougeait pas et tout. Mais c'était complètement fou quand bah oui, gamin, déjà, tu rentres dans le pod l'ambiance d'Anakin devait être folle. Ouais. T'avais ça, et je me souviens aussi, il y avait Battlefront 2. En borne. Mes parents étaient allés faire les courses, et avec mon frère, on s'est tué sur les bornes. Et d'ailleurs, c'est un jeu qu'on chérit encore, et auquel on joue encore. Il y a eu un remaster, qui est plutôt sympa. Mais c'est un jeu l'original du coup pas la même saveur pas l'original. Ouais, l'original mais qui est un des premiers jeux Star Wars que j'ai joué moi. Et qui est complètement fou à l'époque, tu vois, genre tu peux jouer sur toutes les planètes, tu peux jouer Jedi, ouais, et tu peux faire des batailles comme ça. Ouais, t'avais la prélogie et la post et la trilogie, j'allais dire la postlogie, mais non, ça c'est plutôt dans le remake. Non, on n'en parle pas. On parlera pas de la postlogie. Mais Hot Run Popular Popinone, j'adore le personnage de Rey et de son évolution. Voilà. Alors, on en parlera peut-être. On peut en parler un peu si tu veux. J'ai rien contre. Moi, c'est juste le twist. C'est l'épisode final 9 qui me. En fait, qui gâche tout. Moi, comme tu disais, ce que sinon, j'adorais j'ai rien du tout contre la personne. Avec le scénario de l'épisode 8, c'est aussi le moment où Kylo Ren dit à Rey, je sais qui est tes parents, c'est deux pecnos sur la planète. En fait, c'est personne. Et t'es personne. C'est juste que c'est une personne qui a en tout cas une sensibilité à la force, comme les Jedi l'avaient dans la prélogie. Tu vois, il y avait aucune explication. C'est juste un enfant qui a une. Alors si, une explication. Oui, les médicloriens. Les médicloriens. Mais pour finir juste sur ça, je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient affilié, en tout cas, le personnage de Rey à l'empereur Palpatine. Même, je sais qu'on en a parlé et que toi, ça a été hypé, mais moi, le côté aussi filiation avec Obi-Wan Kenobi, je me disais, mais pourquoi? Moi, ça m'a hypé par rapport à l'univers étendu et tout ça, quoi. Mais après, et là, tu vois, je me disais, en plus, ce qui était beau dans l'épisode 8 par rapport à ça, c'est que l'épisode 8 se termine sur un enfant qui maîtrise la force, qui bouge son balai. Ouais, bien sûr. Et tu vois, c'est super. Mais ça, oui. C'est bien qu'il n'y ait pas de justification, juste un être sensible à la force, basta. Et c'est pour ça que, j'adore l'épisode 8 et je trouve vraiment dommage de ce qu'ils ont fait pour l'épisode 9 parce que, retour de Palpatine rincé qui sert à rien, que tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Alors que pourtant, ils se sont inspirés d'une histoire légende qui est complètement folle. Oui, alors qu'ils ont tout effacé. C'est ça qui culotté de leur part. Et ils ont gâché cette histoire-là, tu vois, le clonage de Palpatine. Alors, ils reviennent un peu. Dans Bad Batch, ils en parlent déjà. Avec le retour de Tarkin. Dans Bad Batch. Et ils essaient d'introduire un peu plus ce côté-là. Je sais qu'il y a un lien aussi avec Mandalorian et Grogu. Sur justement le fait qu'ils veulent, en tout cas que l'Empire cherche Grogu. C'est lié à ça aussi. Ok. On l'apprendra peut-être dans le film qui vient tout juste. Alors où on enregistre ce podcast, le film est sorti il y a quelques jours et on l'a pas encore vu. Mais les premiers retours sont pas ouf, de ce que j'ai vu. Ouais, j'ai vu aussi. Mais on se fera notre propre idée. De toute façon, c'est production Disney, malheureusement. On a plus grand chose qui me hype sur malgré Jon Favreau et Pedro Pascal. Ouais. Quand t'as une grande multinationale pété de thunes qui contrôle derrière, c'est le problème. C'est qui tout double, quoi. Et c'est ce qui fait tout le charme, je trouve, pour revenir à la menace fantôme et à la prélogie. Ce qui fait vraiment le charme de cette prélogie, c'est que c'est les obsessions encore de George Lucas. Et c'est encore lui aux commandes. Même si c'est la 20th Century Fox qui distribue, c'est vraiment George Lucas qui finance lui-même ses films. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Enfin, c'est George Lucas, le mec qui est après, les années 90, je crois que sa fortune était estimée à 2 milliards. Donc, il avait les moyens pour produire un Star Wars. Parce qu'il a été malin et il a demandé des royalties sur tous les produits dérivés. Et tout le monde s'est foutu de sa gueule à l'époque, alors qu'il s'est fait des couilles en or avec ça. Les produits dérivés, c'est fou. Et peut-être qu'on peut en parler. Moi, j'ai encore des produits dérivés de l'épisode 1 que j'en ai chéri, tu vois. Qui est là-haut. J'ai un C3PO de 78 par Kenner, à la sortie du film. Là-haut, là, sur l'étagère. Trop bien. Petite fierté d'avoir ça. Mais d'ailleurs, Kenner, qui est une petite entreprise de merde, pour une petite anecdote pour les fans de jeu, ça aussi, merci Archeo Toys. Je vous recommande encore sa chaîne YouTube, qui est une petite entreprise avec pas beaucoup de budget, mais vu que tous les plus grands refusaient à la sortie de Star Wars de faire des jeux Star Wars, il est en mode ça marchera jamais. Il y a que Kenner qui s'est dit let's go, on y va, et Kenner se sont fait des couilles en or du coup avec ça. M'étonne, et ils sont devenus alors si je dis pas de bêtises, ils se sont foirés après par rapport à une autre histoire, une connerie du genre, ils ont peut-être fait une faillite, si je dis pas de bêtises, et c'est Bandai Namco qui les a rachetés. C'était pas par rapport à E.T.? Peut-être, je sais pas.
mais il y a une histoire comme ça. Ok. Mais voilà, du coup, ouais, c'est Kenner, une petite entreprise qui s'est fait des couilles en or parce qu'ils ont accepté le contrat de faire des jouets dérivés Star Wars. Et ils ont fait fortune grâce à ça, quoi. Je me souviens, du coup, j'ai encore je l'avais trouvé en convention. Du coup, un set dans l'épisode 1 de la bataille sur Tatooine entre Qui-Gon Jinn, Dark Maul, avec du coup le petit Anakin qui est derrière. Ça, c'est classe. Et t'as une espèce de mini comme ils ont pour faire les communications, là, les commutateurs, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais où t'appuies dessus et c'est Qui-Gon Jinn qui te parle. Ah, ça, c'est stylé, ça. Ouais. Et ça, c'est c'est bien chéri chez moi, en mode faut pas y toucher, faut pas sortir de la boîte. Oui, petit collector, ouais. Je comprends. Mais du coup, on va revenir au midi-chlorien parce qu'on l'esquive ce sujet. Ah oui. Je me demande, pareil, les gens, laissez en commentaire, peu importe où je mettrai ce podcast. Ouais. Même, on se débrouillera. Ou même par message privé. Envoyez-nous des lettres. Voilà, même des courriers. Venez chez nous, toquez. Ouais, je vous enverrai l'adresse en MP. Non, mais même au MP, vous nous dites ou quoi, si vous en pensez. Mais pareil, sujet qui a fait débat. Les midi-chloriens. Genre, là où dans la première trilogie, la force est inexpliquée. C'est la force, quoi. C'est un truc comme ça, comme, je sais pas, on n'a rien dans notre monde qui pourrait écrire ça. Je veux pas mettre les croyants à dos. Ben, pour le coup, en créant les midi-chloriens et cette justification d'un organisme, en tout cas, qui lie tous les êtres vivants, Lucas, il voulait refléter l'essence d'une religion. Pas d'une religion en particulier, mais en fait, il est parti de tous les points communs au niveau de toutes les religions. En fait, il a lu les religions comme des mythes. Et il disait, il consacrait un jour, en gros, il travaillait 5 jours sur l'écriture du scénario. Il y avait donc 3 jours à l'écriture, 4 jours à l'écriture et la recherche. Et il insistait donc sur la recherche. Et le 5e jour, le vendredi, c'était pour les relations presse, ce genre de choses. Et justement, il a fait énormément de recherches par rapport aux religions. Et le principe des midi-chloriens, c'est pour refléter toutes les religions. En fait, le principe basique d'une religion, c'est cet organisme qui lie tous les êtres vivants et qui a une espèce de supériorité omnisciente. Et c'est pour ça qu'il a créé les midi-chloriens. C'est parce que c'est du coup la base d'une religion, en tout cas de toutes les religions. Ouais. Mais ça... Donc moi j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Surtout qu'en plus tu vois t'as une justification un peu New Age parce que c'est la philosophie hippie quoi. Et c'est voilà cette force qui est un peu empruntée sur les réinterprétations occidentales de la religion bouddhiste. Donc ce flux, en tout cas cette énergie qui entoure tous les êtres vivants et qui les lie, qui renvoie au concept de la force quoi. Et c'est ça. En tout cas, j'ai adhéré à ce propos-là un peu ésotérique. Que ça ait fait polémique parce que les gens étaient en mode c'était cool parce que c'était un truc injustifié, un peu mystique et tout ça. Et là, bam, on nous sort un organisme chelou qui permet de développer des pouvoirs. Enfin, je sais que ça avait fait polémique à l'époque. Ouais. Mais après, moi, ce que je trouve beau, c'est que il y a justement cette justification ésotérique de tous les êtres vivants sont liés par la force. Et c'est pas simplement les Jedi qui ont une supériorité par rapport aux autres. Ça va dépendre. Tout le monde. En tout cas, tout le monde est entouré par la force, mais n'a pas la même sensibilité. Et je trouve que c'est différent du coup dans l'approche autour des Jedi. C'est que c'est pas des élus, même si peut-être qu'on va en parler. Il y a ce côté un peu christique autour d'Anakin Skywalker qui totalement, qui a été créé par les midi-chloriens. Totalement. Il y a totalement une image. Donc ça, ça c'est un peu un peu limite. Et on l'oublie. Après, tu vois, c'est pas du tout. C'est vrai que c'est pas développé, c'est mystique, quoi. C'est totalement mystique. Enfin... Et ça sera pas développé. Il me semble que c'est développé dans les bandes dessinées, mais après ça aura. Ça n'existe plus du coup les bandes dessinées, mais enfin. C'est vrai. Ouais, maintenant c'est légende. Mais oui, et même il y a pas d'autres personnages à qui ça arrive et tout ça. Enfin, c'est comme si c'était un fait commun, tu vois. Si peut-être Grogu, on n'a pas de. Ouais, c'est vrai. Il me semble que Ahsoka aussi a un peu un délire ésotérique à l'Anakin Skywalker. C'est pour ça d'ailleurs que c'est sa Padawan dans Clone Wars parce que les deux sont liés. Parce qu'elle peut aussi traverser l'espace et le temps. Oh, waouh. À la fin de Rebelle, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai pas regardé entièrement Rebelle. Donc j'ai pas ce délire-là. Je vais peut-être arrêter. Je pense la série est finie depuis un moment. Tu peux spoiler. Même pour moi, il y a pas de souci. Du coup, le personnage d'Ahsoka traverse l'espace et le temps parce que l'épisode, enfin en tout cas la série se passe avant l'épisode 4, quelques années avant. Et donc à la fin de la dernière saison, elle arrive à ouvrir un espèce de pont dans la Force où elle entend Rey et Kylo Ren, donc qui lui parlent dans la Force,
parce qu'elle a traversé l'espace et le temps. Et il me semble qu'elle entend Obi-Wan et Mace Windu. Donc voilà, il y a cette connexion-là. Et c'est un personnage qui maintenant est un peu surpuissant. Mais après, ça fait sens vu qu'on sait que la force est, comment dire, et je sais pas comment expliquer, omniscient, et il y a ce délire, quand tu meurs, tu peux rejoindre la force. Donc ça fait logique, je trouve, que tu puisses voyager avec c'est ça, la force à des endroits. En fait, c'est pas qu'elle voyage, mais elle est vraiment dans un espace qui est indéterminé, où tout se mélange. Genre la loge blanche ou la loge noire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, pour ceux qui ont la ref. Petite ref. Dans Twin Peaks. mais un peu ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez trippant parce que tu t'entends, du coup, Rey et Kylo Ren des années avant et tu dis, ah ouais, d'accord, c'était lié. Ok. Dans l'épisode 9 aussi, t'as Mace Windu en tout cas, t'as Samuel L. Jackson et Ewan McGregor qui viennent prêter leur voix pour leur personnage. Qui parle à Rey à la fin. Une des seules scènes. Oui, cool, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié. Mais avant, du coup, le retour d'Ewan McGregor dans la série Obi-Wan et le retour d'Aiden Christensen aussi en Anakin dans Obi-Wan et Ahsoka. Parce qu'elle repasse dans ce pont-là, c'est la seule scène que j'ai vue de la série, et elle voit Aiden Christensen en fantôme de la Force. Ok. Oui, voilà. Mais c'est vrai que tout ce délire-là des midi-chloriens, je comprends que c'est un peu... Mais comme on a grandi avec, tu vois, moi, ça me pose pas de problème. Moi, en vrai... Jusqu'à voir la polémique sur les internets, ça me posait pas de problème, j'en avais un peu rien à faire, quoi. On va pas se mentir. Mais... d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles l'épisode 1 a été le moins apprécié et comparé du coup à la trilogie originale, s'est fait déglinguer parce que c'est aussi l'avènement d'internet. Et il y a eu déjà énormément de rumeurs avant la sortie du film qui étaient complètement infondées et qui ont un peu porté préjudice au film, notamment le fait qu'ils étaient en faillite, le fait qu'il s'est passé certains trucs sur les tournages, et c'était un peu de rumeurs tabloïdes. Le fait que voilà, il y a des corps qui sont tombés, le fait que Lucas en fait sur les effets spéciaux, ça marchait pas comme il voulait. En fait, c'est des choses qui n'ont jamais été officielles et qui ont un peu porté préjudice au film. Et quand le film est sorti, il s'est fait déglinguer parce que c'est le début aussi d'internet, quoi. Ouais, ça a pas aidé. Enfin, ça a aidé comme ça a pas aidé. Enfin, ça a pas aidé, tranchant, quoi. Et tu vois, le personnage de Jar Jar Binks, il s'est fait pareil. Pauvre l'acteur a morflé alors qu'il a rien demandé. Ça, c'est toujours de toute façon le problème dans les films, quand il y a un personnage qui est pas apprécié, l'acteur va bouffer alors qu'il a rien demandé, quoi. Comme Jack Lloyd. Les gens sont cons, qui s'est fait pareil. Parce que les gamins sont méchants. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est littéralement ça, hein. Mais après, l'acteur du coup, Ahmed Best, l'acteur de Jar Jar Binks, a eu quand même, comme on disait au début, une reconnaissance. Son moment de gloire au final, redevenu un Jedi. Même si DJ Abrams voulait dans l'épisode 7 qu'on voit le cadavre de Jar Jar Binks, le squelette dans le désert, parce qu'il déteste ce personnage. Putain mon gars, un peu hard peut-être. Ouais, c'est un peu autre chose, quoi. C'est déjà c'est peut-être la seule idée originale qu'il a eue pour l'épisode 7 et l'épisode 9. Allez hop là, ça attaque. T'entends ça, Gigi? Fais pas la mariole, hein. Moi j'ai une question qui me vient à l'esprit là. On en avait parlé quand on a vu le film, qu'on l'a vu ensemble. Pourquoi le roi des Gungans n'a pas la même gueule que les Gungans? Ça, voilà. Ça, je sais pas si c'était une réponse, mais on a vu qu'il s'attachait les oreilles. Oui, il a les oreilles des Gungans, mais c'est vrai qu'il a pas les yeux. Tout le reste, la tronche est totalement différente. Alors, est-ce qu'il y a un système de caste chez eux? Genre, il y a une surrace, entre guillemets, des Gungans et qui est destinée à la royauté. Tu vois, un truc du genre. Ou est-ce qu'il y a une autre espèce de Gungan? Genre, je sais pas. C'est bizarre. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas, vous nous dites. Pareil, par MP, commentaire ou ce que vous voulez. Mais c'est très intriguant, cette histoire. Ça vient de me faire penser, ça va être une digression, revenir à la course de pod. Parce que ça me fait penser à Jabba the Hutt. Oui. Le roi des Gungans, parce que c'est un peu le même physique. Et le moment où Jabba the Hutt arrive en haut, salue la foule et tout, et du coup, avec la course de pod, c'est aussi un clin d'œil à Ben Hur. Et les courses de chars. C'est vrai. Maintenant que tu le dis. Et ça fait très aussi péplum. Totalement. Même dans le design de la truc et tout ça, des tribunes et tout ça. C'est clair. Et l'annonceur et tout ça. Et Jabba qui arrive et qui salue la foule. Ça, du coup, fait écho au péplum. C'est vrai, ça. J'ai pas d'autres questions. Si personne n'a de réponse à cette histoire, je me foutrai en l'air. Moi, j'ai une réponse. Mais c'est vrai que même les Gungans, tu vois, c'est des personnages qu'on verra plus. C'est vrai, dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Alors pourtant, on revoit Watto. Ils sont censés vivre en harmonie sur Naboo au final. Au final, ils partagent les terres. Et on revoit Naboo. Alors, on va les revoir à l'épisode 3, à l'enterrement de Amidala. Oui.
Ce qui est logique. Ouais. Et on voit Jar Jar. D'ailleurs, c'est la seule fois où on le voit dans l'épisode 3. Je sais qu'on le voit dans l'épisode 2. On voit Il a l'épisode quelques 2 vite dialogues. fait. Ouais, il parle avec Obi-Wan. Anakin. C'est avec Anakin Ouais. qui parle. Ok, attends. Avec Anakin et Obi-Wan. Mais Obi-Wan part et après oui, il ils parle à échangent Anakin. les banalités. Oui. De comment En mode, vas-tu, tout ça. Qu'est-ce qui s'est Ah oui, passé et par contre, nouvelle question. Tiens, attends, j'en ai une. C'est bien. Qu'est-ce que on en avait parlé, mais comme ça, les auditeurs peuvent se faire leur propre avis aussi et en parler s'ils veulent. Le délire que ce soit Anakin qui ait construit ces 3 PO. Ah, oui. Voilà, ça. Ouais. Moi, ça, voilà, c'est un truc qui me fait aussi chier dans la menace fantôme. C'est, ils vont un chouïa trop loin avec ça. Ouais. Moi, j'y ai pas trop pensé, tu vois. Surtout que ça, comment dire, ça rend pas caduque, mais ça casse un truc dans la première trilogie. Oui. Ça veut dire que Dark Vador aurait reconnu ces 3 PO. Il y aurait eu un lien. Ouais. Pareil que le délire, ça, bon, je pense que les gens, s'ils sont fans de Star Wars, sont au courant. Les gens qui nous écoutent. Le fait que Obi-Wan, dans la première trilogie, dit, quand Luke le ramène R2D2, qui fait mon droïde, mais j'ai jamais eu de droïde. Alors qu'on voit clairement que dans la prélogie, ils sont tout le temps fourrés ensemble, c'est son pote. Ouais. Voilà, rien que ça brise. Mais voilà, moi, dans la menace fantôme, le fait que ce soit Anakin qui construit ces 3 PO, je suis un peu mode, ouais, too much, les gars. Enfin, vraiment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que R2D2, c'est fan service. Ça me pose pas problème parce que, oui, le film est sorti 20 ans avant, donc il y a des choses il y a des incohérences scénaristiques qui sont nécessaires. Même sans ça, tu peux te dire, il a oublié. Ouais. Il couvre ses arrières. En mode, c'est peut-être lui, mais on sait jamais, je veux pas d'ennui, tu vois. En plus, là. R2D2, c'est le droïde d'Anakin Skywalker dans l'histoire. C'est vrai, à la base. Alors, c'est vrai qu'il interagit avec Obi-Wan parce que oui, Obi-Wan est en mode, arrête, c'est qu'un droïde, quoi. Ouais. Il y a peut-être aussi ce côté-là, mais peut-être c'est vrai que quand tu es vieux. aussi. Vieux et séné, regarde-le, là, ce vieux bouseux dans son désert en mode hippie dans sa caravane. Je sais qu'ils ont justifié le fait que ces 3 PO, en tout cas, ne reconnaissent pas Anakin, parce que le sénateur Organa lui efface la mémoire à la fin. Oui, mais ça, c'est toujours c'est la facilité. Parce que R2, pareil, R2, il a la mémoire effacée à un moment, enfin, il y a tout ce délire-là. R2 garde sa mémoire. C'est à la fin du 6, passe entre le 6 et le 7 de mémoire qu'il a la mémoire qui est effacée. Il s'éteint. Ah, il s'éteint, c'est ça. Ouais, il s'éteint parce que Luke a disparu. Parce que, pareil, je vais m'expliquer comment marche la batterie. Batterie à l'amour. Oui, bah c'est ça, il s'éteint tout seul et il se rallume tout seul aussi. Quand arrive avec l'autre carte du plan, il se rallume. Bref, si on devait très sous-exploiter, de toute façon dans la postlogie, R2D2 et son les deux, pareil, ils sont bras rouges. Ouais. Alors que dans la menace fantôme, c'est le souhait de Lucas de faire revenir les 2 droïdes qui sont iconiques, quoi. Et c'est vraiment 2 personnages. En fait, il voulait vraiment que ce soit toute la trilogie soit de leur point de vue, mais ça posait problème après dans l'épisode 5. Oui, c'était un peu chiant pour certains trucs. Ouais. Ils sont quand même dans l'histoire, ils interagissent, ils ont des actions et ils font partie en fait du scénario. Et c'est pour ça qu'on les revoit dans la menace fantôme. Mais c'est vrai que je comprends ce que tu dis par rapport à Anakin, cette facilité-là de fan service. À mes yeux, fan service, vraiment. Parce que R2D2, c'est plus introduit, on va dire. Ce qui est logique. C'est un droïde. C'est un droïde astromécano, il répare les vaisseaux, c'est logique. Tu peux le faire apparaître un peu comme tu veux. Enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est 3 PO qui arrivent comme ça. Ouais. Mais de toute façon, j'allais dire, si on doit relever toutes les incohérences de la saga Star Wars, on n'a pas fini. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal malgré tout. Ah ouais. Mais ça n'enlève rien au charme des films, hein. Ah oui, non, c'est clair. Et le fait qu'ils aient réussi à lier avec toutes les bandes dessinées qui sont maintenant légendes ou tous les romans. En vrai, oui, c'est pas gênant parce que en fait, c'est quand tu les revois plusieurs fois les films que tu vas commencer à capter ces incohérences. Ouais. Parce que tu perds pas de plaisir à les voir quand même. Enfin, tu vois, y a pas. C'est à la fin du film là, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, on était un peu pour préparer le podcast, on était un peu en mode analyse. Oui. Du coup, il y a des trucs qui nous reviennent en mode complètement con là ce qui se passe. Mais quand tu vois le film en pur divertissement, ce qu'il est. Oui. Tu fais pas gaffe à ça, tu t'en fous, ouais, clairement. Parce que dans une bande dessinée, Dark Vador reconnaît ces 3 PO. Après l'épisode 5, du coup, quand ils sont coincés sur Bespin, la cité des nuages, et que donc t'as ces 3 PO qui est un peu démantelé quand il est sur le dos de Chewbacca, et que donc après il cryogénise Han Solo. Ouais. Du coup, il le reconnaît. Et t'as un parallèle qui est super beau, mais c'est une bande dessinée maintenant qui est passée légende. Et qui était vraiment très belle, je trouvais, et qui c'était un one shot qui était pas très longue et qui fait le lien justement entre Anakin et son passé. Et voilà, donc c'est vrai que les liens sont un peu poussés loin parce que Star Wars ça reste aussi un univers qui est transmédia, donc ça c'est le casse-gueule du transmédia, j'ai envie de dire. Il faut réussir à tout lier quand tu fais ça. Et quand tu fais des univers aussi grands que Star Wars, tu peux vite te perdre, quoi. Et surtout, voilà, les romans, et d'ailleurs, le premier roman Star Wars, qui est sorti en 94, ça se passe après l'épisode 6, et c'est un des seuls romans de science-fiction qui était top 10 des best-sellers au New York Times. Et ça, c'est fort. En vente. Et c'est une des raisons pour lesquelles George Lucas
est reparti sur la menace fantôme parce que le roman a marché, parce que les gens avaient les encore jeux aussi, les jeux vidéo Ouais. cartonnaient, les produits dérivés se vendaient encore, et la trilogie originale ressortait au cinéma avec les effets numériques. Ouais, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore de l'intérêt pour l'univers, quoi. Et en fait, c'est pas parti, quoi. Ouais. Alors que, tu vois, maintenant, j'aimerais avoir ton avis, toi, là-dessus, Regarde-moi. autour de, en fait, l'importance qu'a cette saga aujourd'hui. Et je trouve qu'elle a beaucoup moins d'importance qu'avant. Ouais, bah je pense, pour en revenir à ce qu'on disait au début, le Ouais. côté vache à lait de Disney, quoi. Ouais. Je pense, nous, je pense qu'on tous les deux, on se considère comme fans de Star Wars, mais comme on disait, on en a marre d'en voir partout à toutes les sauces, avoir un film tous les ans ou une série tous les ans, Ouais. c'est insupportable. Et encore, les films, Moi, j'en peux plus, quoi. là, par Mandalorian et Grogu qui sort, ils ont calculé, ça faisait 5 ou 6 ans qu'il n'y avait pas eu un Star Wars. Et c'est pas plus mal. Je suis désolé de Ouais. dire, hein, mais c'est pas plus Mais mal. tu vois, on s'en portait Je pense qu'il y avait ce côté-là avec la première trilogie et la prélogie, Ouais. c'est que c'était un événement. C'était 20 ans après, T'avais littéralement 5 ans entre chaque film, Ouais. et la menace fantôme, c'était 20 Puis ans après le dernier, quoi. tu sens aussi le changement de ton et d'univers, d'atmosphère entre la trilogie originale et la prélogie. Ouais. Et ce que je trouvais intéressant, c'était peut-être d'attendre 20 ans pour retrouver un nouveau ton et reparler à une nouvelle génération. Parce que nous, on a grandi avec la prélogie. Ouais. Pour nous, la prélogie, c'est notre préféré. Pourtant, ceux qui ont grandi avec la trilogie originale, genre nos parents, détestent la prélogie. Ouais. Et comme nous, on déteste la postlogie, tu vois. Mais la postlogie n'a pas eu de impact générationnel. Ouais, bah, il y a un C'était côté des films. Déjà, c'était des films, je trouve, qui jouaient trop sur la nostalgie. Ouais, L'épisode 7, te dire, il y a un l'épisode côté 4. c'est ce que j'allais te dire. C'est du Refait. copier-coller, donc forcément. L'épisode 9, c'est que du fan service. À la fin, l'arrivée de tous les vaisseaux. Alors, la planète est stylée. la planète est stylée. La planète de Palpatine est stylée. Mais c'est tout quand, ce qui a sauvé. Moi, c'est ce truc qui m'a marqué du film, hein. Le reste, Ouais. Je pourrais pas te le résumer. mais quand tu vois la première version du scénario de l'épisode 9, qui avait l'air super cool, où il revenait sur Coruscant, il y avait toute une histoire dans les sous-sols du temple Jedi qui liait l'épisode 9 à la prélogie. T'avais aussi toute une histoire autour de la princesse Leia et de sa sensibilité à la force. Donc c'était vraiment un film qui partait loin dans son histoire. Ouais. Et là, en fait, l'épisode 9, c'est juste du fanservice, quoi. Ouais. Parce que vraiment, la scène de fin, c'est une scène de fin à la Avengers Endgame. Oh là là. Tous les vaisseaux qui arrivent. Ouais. Putain, même le sérieusement twist de fin, quand Rey a dit, je suis Rey Ray Skywalker, ouais. C'est... Moi, je me souviens, je l'ai vu qu'une seule fois et c'était au cinéma, parce que je me refuse à voir la postologie, voilà, je le dis, hein. Mais, à un moment où elle dit ça, vraiment, hein, il y a eu un soupir général dans la salle de cinéma. Tout le monde a lâché un, oh là là. Mais vraiment, hein. Ouais. Les gens sont sortis de la salle, oh la vache. Et, parce que encore tout une le monde fois, a fait cette ils gueule, ont quoi. gâché le personnage de Rey. Ouais. Le personnage de Rey, je trouvais que son évolution était super intéressante dans l'épisode 8. Tu vois, elle apprend de Luke. Elle est très insouciante. Elle veut, justement, elle est dans cet espoir. Par contre, j'aime beaucoup le personnage de Luke dans la postologie. Mais qu'il y a un truc à sauver, c'est ça. Le Jedi Complètement désabusé. résigné, Ouais, c'est totalement. Mais c'est que du fan service. Et même dans l'épisode 8 que j'aime bien, mais le fait, par exemple, de faire revenir Yoda en marionnette animé par Frank Oz, c'est cool. Ouais. Mais ça n'a pas lieu d'être, quoi. En fait, il faut raconter Disney le fanservice. il faut raconter d'autres histoires. Mais oui. C'est ça le problème. T'as un univers immense. Ouais. Et tu vas nous ressortir la même histoire, mais Ouais, c'est ça. point de vue différent, entre Tu vois, guillemets. quitte à continuer, parce que beaucoup de gens ont dit, ouais, mais c'est chiant, on suit c'est la saga Skywalker, on suit la descendance Skywalker, mais si tu suis vraiment cette descendance-là. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Hein Ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est pas une Skywalker. Oui. Oui, et tu suis quand même Luke et Oui, tu vois, oui, bien. oui. Mais quand tu vois les bandes dessinées qui se passent genre 600 ans après et où tu vois la descendance de Skywalker et tout, c'est toujours intéressant. Tu suis la même famille, mais t'as tellement d'histoires à raconter. Mais oui, c'est ce que t'as plein de... C'est fou quand même d'avoir autant de races, de planètes et tout ça et de te focaliser sur la même chose. Ouais. Et C'est assez dingue. Même Rogue One, je sais que toi tu l'as aimé. Rogue One, j'aime bien. Beaucoup l'ont aimé, mais moi j'ai pas trop aimé. C'est la même chose en fait. C'est un peu du fan service. Oui, parce qu'il est sorti surtout quand il est sorti de nulle part comme ça. Ouais. Puis en plus à la base, c'était une vanne que George Lucas avait fait pour se moquer des studios en disant bon, on va faire un film sur comment ils ont volé les plans de l'étoile. Ils l'ont vraiment fait. Et donc, tu vois, Mais moi j'aime bien celui-là. Il est plus sombre que les autres, c'est ça que j'aime bien. Il est plus adulte et plus sombre. Oui, parce que t'as la réalisation de Gareth Edwards aussi qui est assez bien faite. C'est un film que je trouve bien fait. Oui. Mais très nihiliste aussi dans son délire. Mais après. Mais j'aurais voulu qu'il y ait plus de concentration, tu vois, sur la nouvelle trilogie et que ce soit une vraie nouvelle trilogie.
Et c'est pour ça que j'apprécie autant l'épisode 8, c'est parce que c'est complètement différent. Et je me dis, ils partent ailleurs. Et je suis content de voir sur où ils vont partir. Même si c'est Vous pouvez insulter dans les commentaires en message privé, pas de souci. Mais tu vois, je mettrai son Instagram si vous voulez insulter. Mais si c'était pas à la hauteur oui. de la prélogie, j'appréciais de voir quelque chose de différent. Et de voir des nouveaux personnages, de voir des nouvelles je peux comprendre. Kylo Ren, il avait une intrigue qui était complètement différente dans l'épisode 8, tu vois. Et gâché aussi, je trouve. Ouais. Personnage gâché. Ultra intéressant. Pareil, il revient un peu en mode, expédié, je trouve, son arc. Déjà, avec Snoke, qui meurt dès l'épisode 8. C'est pas de bêtises, c'est dans le 8 qui. Ouais, c'est dans le 8. Pareil, personnage qu'on sait pas d'où il sort et tout ça, ultra intéressant, sensible à la force d'une race inconnue. Et au final, c'est un clone de Palpatine raté. Oh, putain. Tu sais, c'est complètement, c'est de la merde. Voilà. Allez, on commence à être vulgaire, on a plein de cul, là. On va peut-être revenir à la menace fantôme. Bah ouais, si t'as encore un truc à dire, je pourrais réfléchir, mais la bataille finale. Oui. La bataille finale qui est une redite de l'épisode 4. Je sais pas si t'as remarqué le moment où Anakin part avec son vaisseau et balance la bombe avec l'explosion. C'est comme Luke avec les punaise, j'avais jamais fait rapprochement. C'est en fait un parallèle qui a été fait exprès. C'est Lucas qui l'a pensé comme ça. Moi, j'ai en demi-teinte avec sa bataille finale. Okay. Parce qu'il y a le côté ultra sérieux, la bataille dans le palais de Naboo. Et t'as le côté, c'est fou. Chorégraphie, en plus. T'as le côté goofy, de Jar Jar Binks. Alors, j'ai rien contre les Gun-Gun, c'est cool. Tu vois, la bataille, qui met contre les droïdes, que c'est un peuple qui te montre pas, j'aime bien ce côté-là, en mode, ça fait un peu, on est chez nous et, tu vois, il y a ce côté-là que j'aime bien. Mais, l'autre, c'est un peu comme les, le côté goofy un peu comme les Ewoks dans l'épisode 6, tu vois. Oui, c'est ça. C'est des gens qui ont, c'est une population, indigène, c'est ça. Plus des lances mais qui se bat contre les droïdes technocrates, qui sont nuls à chier. Voilà. Ça, par contre, c'est un point qu'on peut évoquer. Les droïdes sont rincés. Ah, j'ai une anecdote sur ça. Du coup, dans le making of, Lucas, alors je sais pas si c'est vrai, s'il l'a fait exprès ou si c'est juste une blague qu'il a racontée à son producteur, mais il a dit que les droïdes étaient nuls pour faire référence au fait qu'on ait dit que les Stormtroopers étaient nuls. Tu sais, ils arrivaient pas à viser. Ah, du coup, genre c'est une convention. Et du coup, il a dit ça, c'est les nouveaux Stormtroopers. Ils savent pas tirer et leurs bras se coupent comme du beurre. Ouais, mais c'est ça le truc moi qui m'a toujours choqué. C'est niveau tir encore ça va. Ouais. Mais ils sont fragiles de fou. Tu leur sautes dessus, ils tombent. Ils sont immenses. Enfin, je veux dire, il y a toujours une armée immense. Mais il me semble, si j'ai pas de bêtises, en plus qu'il y a une scène dans la menace fantôme où c'est Obi-Wan ou Qui-Gon Jinn, je sais plus lequel, qui met juste un coup de pied au droïde. Oui, le droïde tombe au sol et ne se relève jamais. Genre, t'as même pas besoin de sabre laser, tu leur mets le gifle, il tombe. Et je sais plus dans lequel c'est dans la prélogie, mais pareil, il en découpe 4 ou 5 d'affilée. Ouais, non, mais du coup, ça fait en un coup, quoi. Ils servent à rien. Ouais. Ils sont rincés. Il y a que les droïdes de casse qui sont efficaces. Ouais, et ont des espèces de gros droïdes aussi, dans les autres. Ouais, dans le 2, les droïdes renforcés, là, je sais plus comment ils s'appellent, mais et donc, je sais pas si c'est vraiment, tu vois, un parti pris artistique pour faire une private joke ou c'est juste une blague qu'il a lancée à son producteur par rapport aux Stormtroopers qui savent pas viser. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça rigolo. Parce que c'est vrai que c'est comme les Stormtroopers, ils sont nuls. En fait, ils comptent sur le nombre, en fait. Je pense, c'est juste ça. C'est genre plus être totalement envahi par le nombre et ne pouvoir rien faire, quoi, subjugué par le nombre, quoi. Mais tu vois, cette bataille finale, moi, ce qui me marque, c'est encore le jeu Battlefront où tu peux refaire la bataille avec les Gun-Gun. Et ça, dans le premier, tu peux faire à la fois la bataille avec les Gun-Gun et à la fois la bataille dans le palais. Ouais. Et c'est fou. Donc c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que j'ai des attaches. Et puis bon, la bataille finale avec Dark Maul qui est hyper bien chorégraphiée. Et d'ailleurs, c'est une des premières scènes qu'ils ont tournées. Premier jour de tournage, c'est la chorégraphie de la bataille finale. Ça. Ouais. Mais ouais, à part ça, oui, le duel final, bon, on en a parlé déjà de toute façon avec pour la BO, mais le duel final est assez oufissime. Ouais. D'ailleurs, l'anecdote, peut-être que j'en savent pas, c'est que l'image est ralentie. Oui. Pour le duel entre Obi-Wan et Dark Maul, parce qu'ils étaient tellement à fond dans le délire, ils avaient tellement répété leur choré qu'ils étaient extrêmement rapides. Vous pouvez la trouver sur YouTube, si je dis pas de bêtises, la version non ralentie, et c'est assez impressionnant. Ouais. Ils sont assez vifs. Ouais, en plus, c'est Ewan McGregor qui fait ses propres cascades. Ouais. Et qui fait le bruit du sabre laser à la bouche aussi. Ça, faut le savoir, c'est coupé dans... Parce qu'il est fan. Ouais. Et non, le combat est assez ouf, ouais. Et puis chorégraphié de manière et c'est une très très belle chorégraphie. Un des premiers en tout cas duels de sabre laser hyper chorégraphié qui va faire tout l'ADN de la prélogie. Oui, parce qu'il y a très peu de combats sabre laser dans la première trilogie. Ouais, les gens l'oublient souvent, mais il y a très très peu de duels, quoi. Et quand tu regardes, c'est des combats qui sont assez statiques. Oui. Tu vois le combat très rapide aussi. Dark Vador Obi-Wan, c'est très statique. Dark Vador Luke Skywalker aussi.
Et dans l'épisode 6, c'est pareil, tu vois, le combat final dans l'Étoile de la Mort, tu travailles plus sur la dramaturgie et le duel de regard entre Luke Skywalker, Dark Vador, l'Empereur Palpatine, plutôt que sur la chorégraphie de sabre laser. Oui, et je trouve que ce qui fait vraiment l'ADN de la prélogie, c'est tous ces combats chorégraphiés à la minute près. Beaucoup plus esthétique et visuel. Ouais, totalement. Et c'est complètement dingue. Et ça nous a fait rêver aussi petit, tu vois, genre. Et bien sûr, on l'a tous refait avec un bout de bois ou un rouleau de sopalin. Je t'avais dit, à Noël, j'avais eu la réplique du sabre d'Obi-Wan. Ah, bah ouais. C'était complètement fou. Tes parents ont dû péter un câble. Ouais. Tu pouvais t'appuyer sur le bouton, la lame arrivait, ça faisait le bruit. Ouais, classique. Ça, c'était génial. Et mon frère avait eu Dark Vador. Ça, c'est clair. Je l'ai eu aussi, mais je l'ai perdu. Je veux l'avoir qui traîne. Non, mais c'est pareil, je l'ai perdu. Je crois qu'en plus, c'est un moment, elle était cassée à moitié, la lame. Enfin, c'était n'importe quoi. Ouais, bon, ça va être encore chez mes parents. Je pense que j'ai dû le laisser là-bas, il doit traîner là-bas. Incroyable. Mais oui, j'ai le sabre Dark Vador. Bon, en plastique rincé, hein. C'est un truc, 5 € à la foire fouille, hein. Y a pas de, mais on me l'avait offert, j'étais content quand même. Ah, en parlant de produits dérivés, je sais pas si je te l'avais raconté ça, hors du podcast. Mais c'est une anecdote qui nous rend fou de rage avec mon frère. C'est que, en gros, on avait vu que les figurines Lego de l'épisode 1 valent maintenant super cher. Ouais, bah, les Lego, de toute façon, malheureusement. Et t'as la figurine de Jar Jar Binks, elle vaut $1 million. Wow. Sauf qu'on l'a. On l'a. Putain. Impossible de la retrouver, c'est ça? Si, on l'a retrouvée. Ah. On regarde. Petit, en fait, on s'en foutait et tout. Donc, on a tout. C'est-à-dire qu'on a le sceptre et tout. C'est pas les mêmes jambes. C'est des jambes d'un Lego random. Du coup, en fait, elle vaut rien du tout. Oh la vache. On a tout. Le visage, le haut du corps, les mains, le sceptre. Mais comme c'est pas les jambes, bah, c'est pas un original. Tu pourrais être riche. Tu pourrais être $1 million. C'est con. Ah, la loose. Il vaut rien du tout. C'est scandaleux, ce Il vaut rien du tout. Alors, du coup, mon frère, il a voulu le jeter. Je dis, non, je le garde quand même. Du coup, je l'ai lâché moi. Je suis allé à chaque fois à le regarder en mode, putain, pour être riche. En plus, quoi. Jusqu'au bout, tu me casseras les couilles. Et du coup, voilà. Et ouais. Rien du tout. Ok. C'est pas, après, j'ai peut-être fait mon Marseillais. C'est peut-être pas $1 million. Ouais, mais une belle somme, quoi. C'est peut-être genre du, ça dépasse les. J'allais dire une connerie. Attends, Il va vérifier. Ouais, parce que pas de fake news ici. Non. Pas ça chez nous. On check fact, nous. Ah ben, je sais plus où j'ai vu ça. Il ment. Ah ouais, j'ai peut-être peut-être que mon frère m'a dit ça pour me faire rager parce qu'il voulait jeter Jar Jar Binks. Il est mythomane. Oui. Dans la saga Skywalker, ouais, non, j'arrive. Tout ce qu'on vous raconte depuis le début est faux. J'arrive plus à trouver. Ouais, après, factuellement. Les anecdotes que je vous tout est faux. Tout est vrai. Peut-être, sauf ça. La menace fantôme n'existe pas. Le film n'a jamais été construit. Il n'y a pas de trilogie. Il n'y en a que 3 épisodes. Nous sommes tous dans la matrice. On l'abordera peut-être un jour, Matrix. Ça pourrait être sympa aussi. Il y a beaucoup à dire sur Matrix. Ah, j'ai vu le premier. C'est ce qui te reste à faire. Ouais. Mais il y a beaucoup à dire sur Matrix. Bon, je reviens peut-être sur cette dernière anecdote. Peut-être qu'elle est fausse. Je n'ai plus à retrouver le montant. Peut-être que je vous ai menti. L'anecdote est-elle vraie? Donc, je vous ai dit $1 million. Ça, c'est clairement, j'ai fait mon Marseillais. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'on la coupera en montage aussi. J'ai pas envie de passer pour un mec qui... Non, je vais laisser, c'est moi qui fais le montage, je fais ce que je veux. Bah voilà, c'est pas trop mal. Ouais. À part si t'as autre chose à dire sur le film. Quelle anecdote je l'ai pas racontée? Cette anecdote, ou sinon on peut se dire vraiment ce que ça te fait ressentir du coup quand tu penses à la menace fantôme. Ouais. Du coup, ton ressenti, vu que c'est tout le propos de ce podcast. Hein, bah il t'a marqué. Et quand tu penses à la menace fantôme, à quoi tu penses? C'est très bizarre, mais je pense à Noël. Ok. Parce qu'en fait, tous les Noëls, je me refais l'épisode 1. Et en fait, ça me rappelle justement avec la VHS, ce côté-là un peu regardé de manière familiale. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime autant cette VHS-là. Alors que la bande saute, je pense qu'il y a la moitié du film qui saute. Ça a son charme, la pellicule, quand même. Ouais. Moi, j'aime bien. Et le son, le grain. Le fait que Yoda est encore en meupette. Ouais. Il a très vite été remplacé parce que Lucas voulait à la base qu'il soit en synthèse. Mais encore une fois, Jar Jar Binks qui coûte trop cher en numérique. Donc, on est obligé de faire de la meupette. Et d'ailleurs, sur un making-of qui est disponible sur YouTube, qui est trop cool, où on voit que sur les essais de Jar Jar Binks, c'est un meupette. Jar Jar Binks, grandeur nature. Ça, c'est cool, ça. Et ça aurait dû... Enfin, je pense que le personnage avait beaucoup plus de charme en meupette. Possiblement. Mais il faisait très Kermit, par contre. Tu vois, il faisait très faux. Bah, vu la gueule, je me veux bien. Mais donc, ça me fait penser à Noël. Et à la VHS. Et tous les Noëls, je pense que je me le refais parce que, tu vois, la musique, l'ambiance, le côté aventure, je sais pas, ça me fait rêver. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire, du coup, il t'a marqué en bien? On est d'accord. Ah oui, ouais, il m'a marqué film de référence. Franchement, oui.
Comme je disais, en fait, quand on me demande mes films préférés, les films qui m'ont marqué, voilà, je dis l'épisode 1, Menace Fantôme, pour pas dire Hellraiser et pas faire peur aux gens qui ne me connaissent pas. Oui, parce qu'il faut savoir que Flo est un énorme passionné de films d'horreur. C'est même ton boulot. Oui, soi, c'est mon boulot, c'est vrai. Donc, je regarde des films d'horreur à longueur de journée. Pour ça, c'est une belle vie, ça, c'est un beau métier. Et je les montre aux ados. C'est un moins beau métier. Ça, il y en a qui sont en prison pour moins que ça. Mais, j'ai des parents qui m'ont Mais pareil, on en parlera peut-être un de ces quatre, Hellraiser ou un film d'horreur. Je pense que ça arrivera plus vite que prévu. Ouais. Mais et du coup, toi, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Menace Fantôme, pareil, hein, comme j'ai dit au début du podcast, un de mes premiers souvenirs de gros ciné, on va dire. Ouais. Ça m'a marqué. Même si je l'ai vu après, enfin, je crois que je l'ai vu après l'Attaque des clones. De mémoire, hein. Vraiment, je l'ai vu assez tard. Mais je sais pas, une petite claque et le fait que tout le monde jouait à ça dans la cour d'école. Enfin, on a la génération purement dedans, quoi. Est-ce que tu te souviens des petits sabres laser qu'on avait dans les paquets de céréales? Bien sûr. C'était énorme. C'était une tuerie. J'avais celui de Mace Windu, j'étais trop content. Je sais plus lequel j'ai mais celui de Mace Windu, Dark et de Yoda. Oui, Yoda. Je crois que j'ai eu Yoda aussi. Ouais. Mais il y a le côté aussi vacances chez mes grands-parents pour aller dans le plus sentimental et profond, parce que comme j'ai dit, mes grands-parents étaient fans de Star Wars. Ouais. Du coup, c'était chez eux. En vrai, chaque week-end, chaque vacances que je passais chez eux, on se faisait la trilogie originale, pardon. Et quand la prélogie est sortie, c'était trilogie plus prélogie. C'était ça toutes les vacances et le week-end. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une bonne enfance niveau cinéma avec mes grands-parents. Donc, et je sais pas si nostalgique. Si t'as le même souvenir que moi, mais dans l'épisode 1, ça me rappelle aussi le jeu Lego Star Wars, qui était sur GameCube. J'ai joué très tard, moi, au jeu Lego, donc. Ouais. Parce que moi, j'y ai joué, du coup, sur DS. J'avais joué je l'avais refait sur DS. Ouais. Et, ça me rappelle ça aussi. Ouais. Rejouer l'épisode 1, avec, du coup, des vieux graphismes pétés maintenant, mais ça me rappelle ça aussi. Ouais. Voilà, que du bon, du coup, pour la Menace Fantôme, hein, j'ai envie de dire. Un bon film. Donc, si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous foutez là? Une dernière fois, on le redit. Et si vous avez un avis négatif, regardez-le. Non, mais dites-nous. Et en vrai, dites-nous. Arrêtez de pas aimer les films. Oui, arrêtez déjà. C'était gris. Oui, voilà, exactement. On insulte les on commence déjà, c'est le premier épisode. Hein. Mais voilà. Donc, que du bon pour la Menace Fantôme. Merci Flo merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler Star Wars. Tu reviens quand tu veux, le nombre de fois que tu veux. Ça faisait un moment, justement, que j'avais pas vu un Star Wars. Petit tour pour savoir une œuvre en rapport avec Star Wars, à quoi ça te fait penser pour recommander aux gens. S'ils ont vu Star Wars, ils veulent voir autre chose. Alors, il y a deux films qui me viennent en tête. Alors, le premier, Jurassic Park. Côté aventure, côté John Williams. Effet visuel, John Williams. Ouais. Effet visuel saisissant, 90 dans le jeu. Donc, je trouve qu'ils ont la même ambiance. Je comprends, ouais. Donc Jurassic Park, mais aussi Spaceball. Ouais, moins connu chez nous. Alors pourtant pépite de comédie. Ouais. Si vous êtes friand, c'est la parodie de Star Wars. C'est la parodie de Star Wars. C'est la parodie de Star Wars et c'est complètement con. Faut aimer l'absurde. C'est très très con. Par exemple, si je dis pas de bêtises, la force dans c'est le yogourt, c'est ça. Voilà. Avec l'espèce de gros crâne. Qui s'appelle Casque Noir. Il s'appelle. C'est l'acteur de. Putain, j'ai oublié son nom. J'ai un trou de mémoire. Austin Powers. Non, c'est pas Michael Myers qui joue dedans. Ah ouais? C'est l'acteur qui joue le président dans Independence Day. Pour ceux qui voient qui c'est, j'ai pas le nom de l'acteur. Mais celui qui fait Casque Noir? Non, c'est celui qui joue dans la petite boutique des horreurs et dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Oui. Je sais plus le nom non plus. J'ai confondu. Et dans Ghostbusters aussi. Rick Moranis. Mais voilà. Il y a Mel Brooks aussi. Oui, c'est le réalisateur. Mel Brooks, génie de comédie, on en parle. Oui, c'est vrai, Bill Pullman. Faudrait que je note à chaque fois. Bill Pullman, merci. Il fait Lone Star. Faudrait que je note à chaque fois tous les films qu'on cite là pour prévoir les prochaines émissions. Mais sur un Spaceball. Mais voilà, Spaceballs, si vous avez aimé Star Wars et vous aimez la comédie, foncez, parce que c'est complètement con et c'est très drôle. Derrière, il y a le 2 qui sort bientôt. Ah ouais? Spaceballs le retour. Pas du tout. Avec le cast original, carrément. Incroyable. Ouais. Même Mel Brooks revient. Waouh. Ouais, c'est très drôle. Parce qu'ils avaient prévenu qu'il le referait. Il a écrit le titre, je crois que c'est Spaceballs is just for the money. C'est vraiment excellent. C'est le titre. Voilà. Et ok, ouais, pas mal. Ben moi je citerai, il y en a un seul qui me vient pour l'instant. C'est Fanboys. Ah. Pour ceux qui l'ont pas vu. Tu l'as pas vu? Si, mais non, mais j'ai une petite anecdote. Peut-être que du coup on le regardera ensemble, parce qu'en fait. Du coup, pour mon travail de recherche en thèse, j'ai travaillé sur 3 films donc d'horreur.
Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13-2 et Halloween 2. Et donc j'ai dû me procurer les versions, pour les montrer, les versions officielles. Parce que je vais pas montrer des versions téléchargées illégalement, même si, bon, voilà. Ça fait grabuge, ouais. Les gens qui montent des films d'horreur et tout ça, c'est un peu... c'est ça. Maintenant, cherche la merde un peu. En plus, sous-titré, bon. Et du coup, je leur montre la Director's Cut de Rob Zombie. Ouais. Elle est très compliquée à trouver, la Director's Cut. Et donc, je la trouve en occasion, en Blu-ray, sur un revendeur allemand, il me semble. J'achète le Blu-ray. Le Blu-ray arrive, du coup, trop content. Pas de bon film dedans. J'ouvre, c'était Fanboy. Ah. Et je me dis, c'est quoi ce film? C'est super bien. Et donc, du coup, j'ai le Blu-ray, il est encore dans le blister. Je l'ai même pas ouvert. Incroyable. Tellement je suis dégoûté, tu vois, c'est genre, putain. Et donc, du coup, je l'ai jamais vu. Et je me dis, à l'occasion, il faudrait que je le regarde parce que j'ai le Blu-ray. Donc, petit pitch pour les gens qui connaissent pas Fanboys. On suit une équipe de, je sais pas de bêtises, 4 potes. Quelques mois avant la sortie de La Menace Fantôme. Des fans de Star Wars. Et, en fait, ils apprennent qu'un de leurs amis a un cancer incurable et il décédera avant la sortie de La Menace Fantôme. Du coup, leur mission va être de traverser les États-Unis pour aller braquer le ranch Lucas pour qu'ils puissent voir le film en avant-première, leurs potes, avant de décéder. C'est incroyable. Et du coup, l'histoire est géniale. C'est un road trip entre potes. Ouais. Il y a plein de caméos d'acteurs de Star Wars dedans. Et j'avais vu qu'ils jouent pas leur propre rôle, mais qu'ils sont dedans. Ah, parce que j'avais dans la jaquette, en gros, ils disent qu'il y a Carrie Fisher. Il y a Carrie Fisher qui joue je sais plus, une agent de probation ou je sais plus quoi, quand même du genre. Okay. Il y a Répar qui joue un agent de sécurité. Enfin, il y a plein de caméos. Okay. L'ambiance est super good vibe. Alors, vous en doutez, avec un pitch comme ça, on chiale un peu à la fin. Ouais. On va pas se mentir. Mais, enfin, c'est un film fait par des fans de Star Wars pour des fans de Star Wars. Ah. Et, c'est génial. Moi, tu vois, je suis moins dégoûté de pas l'avoir rendu du coup. Ouais. Et dedans, il y a, tous les acteurs sont des fans de Star Wars. Du coup, on voit qu'ils se régalent à jouer dans ce film. Et voilà, c'est ultra good vibes. Trop peu connu chez nous. Ouais. Un peu dur à trouver. Je pourrais pas vous dire où il se trouve. Hein. Je vais pas. Faites vos recherches. Démerdez-vous. Flo l'a en Blu-ray, vous vous démerdez. Venez chez moi. Hein. Voilà. Venez chez Flo. Mais voilà, je vous le conseille. Très très cool. Ok. Bah voilà. Bah c'était ce premier épisode de Soyez sympa rembobiné. J'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Ah bah super, s'il faut, c'est l'essentiel. Allez tous vous faire foutre si vous avez pas plu. Allez tous vous faire foutre si vous aimez pas l'épisode 1. Exactement. Bon, on se revoit bientôt pour un prochain film avec peut-être Flo, s'il veut bien. Si toujours un plaisir. S'il y a que lui qui est dispo. Et voilà. À bientôt. Des bisous. Ciao. À bientôt, Flo. À bientôt. Thank you.